Bonjour à tous et bienvenue sur Slice, le podcast qui vous parle de l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'être entourée quotidiennement par des gens tout à fait fascinants. Des hommes et des femmes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui se sont lancés avec la conviction d'avoir la bonne idée, la motivation, l'envie d'innover qui mèneront leurs entreprises et leurs équipes sur le chemin du succès. L'important c'est le voyage, semble-t-il, alors ce chemin, il m'intéresse beaucoup. Le résultat de ma curiosité, le voici, c'est Slice, le podcast. On parlera ici de réussite et d'échec, d'innovation, d'industrie, de création et de reprise d'entreprise, et au final, de la vie, tout simplement. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 7e épisode de Slice. J'ai le plaisir d'accueillir Robert Glémaud des sociétés Prolan et Seismowave. Je peux difficilement vous cacher à quel point je suis contente d'avoir pu enregistrer un épisode de Slice avec lui que je considère comme un ami et surtout comme un mentor. À Saint-Brieuc, après une épopée ferroviaire pour le rejoindre depuis Saint-Étienne, nous avons évoqué ensemble sa carrière, sa vie entourée de sa femme et de ses 4 enfants et ses passions. De ses débuts chez Landanger à son arrivée à la tête de Prolan et à la création de Seismowave, on découvre le portrait d'un chef d'entreprise forgé par de nombreuses remises en question et formé par de multiples expériences dans l'industrie. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Robert. Bonjour Marjolaine. Merci beaucoup de me recevoir à la CCI de Saint-Brieuc. Après un long périple en train pour venir te retrouver. Alors, merci beaucoup de participer à cet épisode de Slice. Comme tu le sais, j'ai une petite phrase traditionnelle pour démarrer chacun de mes épisodes. Je voulais savoir à quoi tu te destinais quand tu étais petit. Est-ce qu'il y avait un métier qui te faisait rêver ou alors un professeur qui t'avait dit que tu étais fait pour tel ou tel job Alors, il n'y a pas un professeur ni un instituteur qui m'a dit quelque chose comme ça parce que moi, l'école, pour moi, c'était une galère. C'était quelque chose d'assez difficile. Je ne comprenais pas ce que j'y faisais. Et donc, le seul métier qui me plaisait quand j'étais tout petit, c'était d'aller à la boucherie avec ma mère et de voir le boucher. J'adorais être boucher. J'adore toujours découper la viande. Ouais. C'est un truc qui me plaît. J'aime la viande. Mais je pense qu'à 7-8 ans, j'avais un seul objectif, avoir une scolarité la moins longue possible okay. et travailler rapidement. Et tu as réussi à avoir une scolarité courte ou finalement tu as fait un cursus normal J'ai fait un cursus presque normal parce que c'était le primaire qui était difficile. Okay. Après, le collège a été un peu plus facile parce que, je ne sais pas pourquoi en fait, exactement. Mais tu as fait collège, une découverte d'une... J'avais différents profs. Une matière qui t'a passionné ou Ouais, les maths m'ont passionné. Ah ouais. Et puis, j'avais différents profs, donc j'avais des profs qui me plaisaient. Et si le prof me plaisait, je travaillais. Si le prof ne me plaisait pas, je travaillais pas. Ah ouais, c'était à l'affectif en fait. J'étais complètement affectif. Et puis après, en fait, plus j'ai avancé en scolarité... Et plus je me suis intéressé à des sujets, les sciences maths par exemple m'ont beaucoup plu, les mathématiques me plaisaient énormément. Donc il y avait des matières qui me plaisaient et là, quand ça me plaisait, je travaillais vraiment et j'avais des résultats. Par contre, quand ça ne me plaisait pas, je ne comprenais pas pourquoi j'aurais dû passer 2 heures le soir à travailler sur un truc. À faire des devoirs qui ne me plaisent pas. Ouais. J'étais pas fait pour les systèmes scolaires, ça ne me correspondait pas. Aujourd'hui, je trouve que tous les systèmes en alternance me correspondaient parfaitement. En fait, j'étais fait pour ça. Okay. S'il y avait eu un enseignement en alternance, moi j'étais vraiment... le format adapté. Le candidat parfait pour J'adore travailler, j'ai besoin d'être dans une équipe, de faire quelque chose. D'appliquer en fait. Ouais. C'est moi, ça, appliquer. Quand je suis dans un vrai projet, en équipe, ça me plaît. Mais tout seul, en train d'écrire ou de lire quelque chose, pour moi c'est fastidieux. Je trouve que c'est long, ça n'avance pas. Et c'est la dynamique d'équipe qui me plaît. Donc le travail, dès que j'ai été dans le travail, moi je me suis toujours éclaté. Ouais. Je travaille de bonne heure, j'ai travaillé à... Mon père était entrepreneur en bâtiment, il a une petite boîte d'une 15aine de personnes. Et donc, dès l'âge de 14 ans, à peu près, je travaillais le week-end et les vacances. Tu faisais quoi ? Je faisais manœuvre. D'accord. Et parce que mon père trouvait qu'il valait mieux m'occuper que de me laisser m'occuper tout seul. Donc, je livrais le ciment. Je faisais le boulot du manœuvre, je faisais le béton pour les gars et tout. Et donc, ça m'a beaucoup appris. D'abord, j'adorais ça parce que je rentrais le soir, j'étais fatigué, mais je savais pourquoi. Et puis, autant j'aimais pas la performance dans la scolaire, autant au travail, je me faisais un effort pour être le meilleur, quoi. Je voulais pas qu'un gars puisse critiquer mon boulot ou dire que j'étais un feignant, ça c'était pas possible, quoi. Donc si mon père me disait ça c'est possible, tu peux le faire, ouais je le faisais, quoi. Donc non, le travail, ouais, le fait de travailler pour moi, ça c'était, c'était épanouissant.
Et la scolarité était difficile. Et donc, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois des jeunes comme on a à l'usine qui sont en alternance, ben, ouais, je les envie parce que c'était vraiment ce que j'aurais voulu faire. Si j'avais fait, si l'alternance avait existé à cette époque-là, je pense que j'aurais fait un diplôme d'ingénieur. Je me suis arrêté au BTS parce que pour moi, c'était déjà très long. D'accord. Et t'as envisagé de faire des études pour devenir boucher alors finalement Ah non, pas du tout. En fait, non, pas du tout. Ça, c'était, tu m'as demandé mon premier désir à 7 ans. Après, je voulais être architecte. En fait, réellement, je voulais être architecte. Je m'amusais à dessiner des maisons. Ça, j'adorais dessiner. Reprendre l'entreprise de ton père, peut-être ? Ouais. Alors, j'avais pas ça en tête spécialement, mais comme quand ton père est dans le bâtiment, les plans de maison, il y en avait toujours à la maison. Puis comme je dessinais plutôt pas mal, à 14 ans, à 13 ans, l'hiver de mes 13 ans, j'ai dessiné la maison de ma sœur et elle l'a construite quelques années après à Plérin. Donc elle a fait reprendre par un architecte. Moi j'avais fait que la carcasse quelque part de la maison et elle a fait redessiner tout l'intérieur. Donc cette maison-là, c'est la première que j'ai dessinée et que ma sœur a utilisé mon dessin pour dire je veux cette maison-là. Elle est à Plérin, aujourd'hui elle existe. Et puis après, à 17 ans, je dessinais des garages pour des agrandissements. D'accord. Donc, quand les clients venaient voir mon père en disant je voudrais tel truc, un agrandissement, une véranda, un machin, moi, je dessinais ça en fait. Donc, l'architecture me plaisait. Et mon père, en fait, m'a dit non, toi, tu veux être architecte parce que tu veux reprendre l'entreprise. Et à l'époque, c'était en 77-78, c'était une période difficile économiquement. Et il ne voulait pas que je rentre dans un métier comme ça. Il avait le sentiment que si je reprenais, c'était pour l'aider quelque part. Ouais. Et donc, du coup, je n'ai pas fait architecture, j'ai fait mécanique. D'accord. C'est pour ça que j'ai fait méca. Et quand j'ai fait mon bac, j'ai fait une seconde T1. Arrivé à la seconde T1, la première, j'ai redoublé ma seconde T1 parce que la première, c'était catastrophique, il fallait travailler. Et moi, je ne savais pas travailler. Ah oui. Donc, j'ai redoublé ma seconde. Et quand j'ai redoublé, après, ils m'ont proposé de faire un bac E. J'ai dit non, bac E, on va faire des études. Donc, j'ai fait bac F1. Et F1, alors mécanique. Pour les mécaniques, ouais. J'ai fait un bac de méca. Et je voulais travailler après le bac. Et puis arrivé au bac, je me suis aperçu qu'on ne connaissait pas grand-chose. C'était pas facile de travailler avec ce que je connaissais. Ouais. Donc j'ai décidé de faire un BTS. C'est à ce moment-là que j'ai regardé pour faire architecture. Et puis j'ai pas trouvé à ce moment-là. Donc j'ai fait un BTS de méca. Et, par défaut, tu dirais ou... Ouais, je l'ai fait par défaut. Ouais. La méca, c'était pas... on faisait des produits, on fabriquait des choses. Et dans les méthodes, ça me plaisait. Mais par rapport à l'architecture, c'était plus une passion. J'étais passionné par l'architecture réellement. Et j'étais capable de faire un discours d'une demi-heure ou d'une heure sur l'architecture sans souci. Ouais, j'étais plein d'idées. C'est un sujet qui me passionnait vraiment. Ouais. Tu peux toujours devenir architecte, tu sais. Non, mais à la retraite, ça va être difficile. Puis j'ai d'autres passions aujourd'hui. Les passions, ça change. Il y a trop de passions là pour revenir à l'architecture. Ouais, la mécanique. Et puis en fin de compte, je me suis éclaté dans la méca, donc maintenant je ne reviendrai pas en arrière. Donc tu fais ton BTS, donc fabrication mécanique, en Bretagne ? Oui, à Saint-Brieuc, parce que je suis de Plérin, exactement. Ouais. D'accord. Tu t'as aimé quand même cette période de BTS ou... Ouais, j'ai aimé cette partie-là. J'ai aimé la partie où tu dois produire un projet. D'accord. Et donc ça, c'est un travail en équipe. La visualisation et puis surtout l'aboutissement. Ça m'a plu. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pas compris. C'est a posteriori que j'ai compris des choses. Mais quand j'ai fait mon projet, c'était le côté travail en équipe qui me plaisait. Mais sur le coup, on s'en rend pas compte. Ouais. Sur le coup, on aime bien travailler en équipe et c'est tout. Tu te souviens ce que c'était ton projet ? Oula. Plus réellement. Non. Je sais qu'on avait travaillé sur une machine à scier le bois de mémoire. Non, je te dirais des bêtises. J'ai plus trop ça en tête. C'est loin. Ouais, c'est un peu loin. Pas si loin. Donc tu fais ton BTS donc à Saint-Brieuc. Et ensuite, j'imagine qu'il faut trouver un boulot. Ouais, donc là, à ce moment-là, donc je sors du BTS, je travaille avec mon père dans le bâtiment comme manœuvre. En fait, je gère pas des chantiers parce que je suis pas maçon, mais je fais les bilans économiques des chantiers. Je suis quand même. Ouais. Donc je m'intéressais à la gestion, voir si un chantier était rentable ou pas. Et ça me plaisait, vraiment. C'est ton père qui t'a formé sur ces aspects-là ou un peu en néophyte où tu étais avec ses employés pour te familiariser justement avec la gestion, les choses comme ça ou Non, vraiment, c'était moi tout seul qui m'intéressait. Ok, sur le tas comme ça. Ouais. Et puis, à ce moment-là, j'ai cherché du boulot. Ouais. Et je voulais trouver un boulot ça me paraissait compliqué d'aller prendre un travail dans un truc qui ne m'inspirait pas du tout. Donc, j'avais eu des propositions en Bretagne, j'avais trouvé des postes en Bretagne, mais je me rappelle, c'était quasiment que dans le domaine agricole. D'ailleurs, j'avais trouvé une boîte où on fabriquait des trucs pour les porcheries et tout. Et ça, vraiment, je ne m'y projetais pas du tout, moi, là-dedans. Et puis, je vois une annonce dans le Figaro. Le Figaro. Et l'annonce, c'était à Chaumont. Comme on cherche un dessinateur projeteur, c'est tout. Et donc j'ai répondu à cette annonce-là. J'ai pris le train, je suis parti à Chaumont.
que je ne connaissais pas. Je ne savais pas où c'était cette affaire-là, moi. Et donc, j'ai été reçu par la patronne, Madame Landanger, le matin. Et puis, on a discuté, je me suis présenté. Et puis, elle m'a dit, mais vous savez dessiner, c'est quasiment... j'étais dans un sketch, là, vous savez dessiner? Ben oui, je suis dessinateur. Elle m'a amené un papier, un crayon, elle m'a amené un papier, un crayon. Carrément, quoi. Et elle dit, dessinez-moi un marteau. Et un marteau, très bien. bien. Alors j'ai dessiné un marteau à main levée. Ouais. Elle a regardé, elle a fait, ah oui, c'est décidé. C'est un beau marteau. Ouais, très bien. Et puis, elle m'a demandé quand est-ce que je pouvais commencer. J'ai dit, moi, le mois prochain, ou comme ça, j'avais pas de travail. Et ensuite, elle m'a demandé quel était le salaire que je voulais. Je lui ai dit, écoutez, le salaire, c'est vous qui décidez, puisque moi, je n'ai pas d'expérience. Ce que je veux, c'est démarrer, donc vous décidez du salaire. Donc, je crois de mémoire qu'elle m'a donné le SMIC. Donc, mais moi, je considérais que j'apprenais. Pour moi, les premières années, c'était que de l'apprentissage. Donc, j'étais là pour apprendre. Et par contre, c'était une boîte qui faisait des prothèses de genoux, prothèses de hanches. Enfin, c'est une boîte qui se lançait dans le domaine de la prothèse. Alors, c'était passionnant. Je sentais que c'était un truc fou furieux. Vraiment, la boîte me plaisait. Et ce qui a plu à Madame Landanger, c'était que je venais de l'autre côté de la France, en train, pour chercher du boulot. Et elle avait une image des Bretons qui étaient des gens travailleurs. Et 90% du fait qu'elle m'ait embauché est lié certainement au fait que je sois breton, et le deuxième, que j'ai fait un tel déplacement. Oui, d'accord, ça montrait ta détermination et le fait que tu en voulais. Et donc ça, c'était je devais être en mai, je crois, et donc je démarrais au 1er septembre. Ouais. D'accord, et donc tu as dessiné donc, des prothèses. Pendant combien de temps tu avais acheté chez Landanger? Je suis resté 3 ans et demi là-bas, et donc j'ai dessiné toute une gamme de prothèses de hanches qui aujourd'hui doit être la gamme la plus vendue sur le marché français. Donc on était 2 dessinateurs au bureau d'études avec un ingénieur biomédical et on a développé toute une gamme de prothèses de hanches à l'époque. On partait de vieux modèles de prothèses de hanches qui étaient les prothèses de Charney des années 50-60 et on a fait des prothèses qui sont devenues des prothèses modernes qu'on a aujourd'hui. Et après j'ai développé avec l'équipe, on a développé des gammes de prothèses de genoux, de mâchoires, de doigts, enfin on a fait des trucs passionnants. Le Toubib qui était avec nous achetait des cadavres, donc c'était un autre monde. C'est-à-dire il achetait des cadavres pour que vous puissiez on achetait voir... des jambes de cadavres quand tu fais des essais orthopédiques. Il nous fallait des os frais pour essayer les prothèses. Donc il achetait des os frais, il allait à la morgue à Paris, il achetait des jambes en fait, il récupérait l'os, et puis le lendemain après-midi, on faisait... Enfin moi j'en ai jamais fait, mais lui il découpait la tête de fémur, et il faisait des essais d'impactage de prothèses sur des hanches, donc... c'était vraiment bizarre. J'ai retrouvé quelques années après, j'ai vu un type qui vendait des outils coupants et il m'avait dit, vous êtes le seul client quand j'allais chez... on se tutoyait, mais tu es le seul client quand je vais chez toi, il y avait des squelettes autour de ton bureau. Ce qui est vrai, on était entouré avec des squelettes, des bouts d'os et machin, mais ça ne nous choquait pas, nous on vivait là-dedans. Bah oui, et puis pour la prothèse, enfin pour être sûr que ça correspondait quand mais même... à la fois c'était un produit passionnant, à la fois c'était une boîte qui était en pleine croissance. On bâtissait, on prenait des projets, enfin, il n'y avait rien, il n'y avait pas de limite, quoi. Dès que c'était innovant, dès que c'était nouveau, la patronne disait oui et on y allait. Donc, ça a été un poste, pour moi, extrêmement formateur. Vraiment. J'ai beaucoup appris dans cette entreprise-là. J'ai pris confiance en moi dans cette boîte-là. Ouais, j'ai quitté l'entreprise parce que justement, je trouvais que j'avais trop réussi à l'intérieur de cette boîte-là et je voulais me remettre en cause. C'est-à-dire trop réussi. Tu t'étais trop, t'étais trop à l'aise. Ouais, j'étais très à l'aise. Je trouvais que pour donc j'avais 25 ans quand je suis parti. À 25 ans, je trouvais que dans cette entreprise-là, qui était devenue une boîte de 100 et quelques personnes, j'avais un poste important et que on me donnait une forte confiance, j'avais une forte capacité de délégation. Enfin, je trouvais que j'avais beaucoup de pouvoir dans l'entreprise et sans doute que j'étais un peu surestimé, que je ne méritais pas tout ça. Et je me disais que si je tombais sur des jeunes ingés performants, j'allais me faire exploser. Et donc j'ai donné ma démission pour ça, en fait. Je suis parti pour ça. À cause d'un certain manque de confiance, en fait. En fait, ouais, je me disais, là, je ne suis pas tout à fait à ma place. Donc je considérais aussi que je devais bâtir une expérience. C'est-à-dire que pour moi, je n'avais pas de plan de carrière, mais je voulais faire des études, je voulais faire des méthodes, je voulais faire de la fabrication, je voulais faire... un peu de budget pour connaître un peu la finance. Donc j'avais ça en tête. À ce moment-là, je n'avais pas pour projet d'être chef d'entreprise, mais par contre, j'avais pour projet d'avoir une monocompétence. Ouais. D'accord. J'ai cherché plus de compétences. De te diversifier. Quoi. Ouais. Donc j'avais contacté un chasseur de tête parisien. J'avais vu une annonce du côté d'Angers et j'ai contacté un chasseur de tête parisien.
Et donc j'ai été pris à Thomson, Angers, où ils fabriquaient des téléviseurs en électronique. Ça n'avait plus rien à voir avec le domaine où j'étais, qui était même mécanique et médical. Donc j'ai fait l'entretien, et lors de l'entretien, le directeur du site qui me voyait m'a dit moi je postulais pour un poste méthode. D'accord. Donc, bon, ce qui était vraiment un poste de technicien méthode. En quelque part, je redémarrais, je redescendais pour regrimper. Et pendant l'entretien, il m'a dit, mais pourquoi vous ne feriez pas du management ? Il m'a dit, vous, je pense que vous êtes fait pour le management. Est-ce que ça vous plairait ? Je dis oui, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Moi, j'avais 25 ans, donc à 25 ans, on me dit du management, ouais, pourquoi pas. Donc, j'ai dit oui, il m'a dit, ok, en ces cas-là, on vous prend, mais on vous prend dans un poste de formation aux méthodes, et puis dès qu'un poste de manager se libère, vous le prenez. Et donc là, j'ai fait des méthodes, mais en électronique plus, j'y connaissais rien du tout. Donc je me rappelle de mon chef de méthode, Pierre, qui me disait, mais je ne sais pas ce que tu fais là, toi, Robert. Il me disait... Il était très sympa. Malentendu. Donc c'était un malentendu, sans doute. Donc je mettais en place des process et des gammes de fabrication pour monter et assembler des téléviseurs. Je n'étais pas le meilleur qui soit là-dedans, mais j'essayais de faire le mieux que je pouvais. Et puis, s'est libéré un poste de management d'une petite équipe, au bout de peu de temps, 1 an à peu près, une petite équipe d'une 30aine de personnes, où ça merdait pas mal, où il n'y avait pas une bonne ambiance, la productivité n'est pas au rendez-vous, il y avait de l'absentéisme, il n'y avait rien qui allait, quoi. Et donc, ils m'ont dit, tu vas prendre ça. Donc, le cadeau empoisonné. Moi, j'ai dit oui, je prends ça. Allons-y, le challenge. Et je pense que j'ai fait 2-3 mois à peu près. Et 2-3 mois, j'ai demandé un rendez-vous à Jacques, le directeur industriel de l'entreprise. C'était 1000 salariés à peu près. Ah oui. Et puis je lui ai dit, écoute, je voulais te voir parce que tu m'as proposé ce poste de manager. Moi, je pense que je ne suis pas fait pour ça. Parce que là, ça fait 3 mois que je suis là-dedans. Je ne sais pas à quoi je sers. Le truc tourne tout seul et sans moi, vraiment, je ne vois pas qu'est-ce que je fous là-dedans. Et donc Jacques m'a dit, il n'y a pas de souci, il y a une autre équipe qui merde complètement en face, donc tu vas la prendre et tu vas quitter ton équipe. J'ai bien fait de me plaindre. Je me retrouve... Une équipe encore pire. Je retrouve une équipe encore pire quasiment. Et donc mon équipe qui tournait bien, je la laisse à un autre, et puis moi je me retrouve à prendre une équipe où l'ambiance était catastrophique. Et en fait, au bout de, pareil, à peu près 2 mois, l'équipe que j'avais quittée était devenue assez moyenne. Et par contre, l'équipe où j'étais était devenue très bonne. Ça fonctionnait. Et là, j'ai pris conscience que je devais avoir un impact. Ouais. Je devais, de par ma façon d'être, de mon comportement, avoir une influence sur le groupe, une 30aine de personnes, qui n'est pas un gros groupe, quoi. Et donc, j'ai commencé à prendre conscience que j'avais des capacités dans le domaine du management. Okay. Et puis, je n'ai pas eu le temps de finir, puisque là, à ce moment-là, il y a un poste un management de 110 personnes en activité électronique qui s'est libéré. Ah oui. Et donc, j'ai pris ce truc-là. Et là, je pense que c'est sûrement une des grosses étapes de ma carrière. J'ai pulvérisé les productivités de l'atelier. J'ai mis en place du TRG, du TRS, du management visuel. C'était en 87. Ouais. Donc des gens qui faisaient du TRG, TRS en 87 en France, il n'y en a pas beaucoup. Alors pour les auditeurs qui ne seraient peut-être pas familiers avec le TRG, TRS, est-ce que tu peux décrire, expliquer rapidement C'est le rendement d'un système, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'une machine, elle peut travailler 24 heures, et on prend le temps cinématique qu'elle a de production par rapport à 24 heures. D'accord. Et là, on s'aperçoit qu'on arrive à des rendements de machine de 20-15%, enfin très très faibles en général, alors qu'on a le sentiment que c'est très chargé. Et après, tu regardes les ABC des défauts pour voir comment tu peux réorganiser ça. Donc, j'ai mis ça en place. Et puis, surtout le management visuel que j'ai mis en place, c'était la première fois. J'ai mis des téléviseurs qui indiquaient aux gens ce qu'ils faisaient et tout. J'avais avec moi des jeunes stagiaires. Il m'avait mis une stagiaire polytechnicienne, je me rappelle, Marie. Il m'avait mis 2 stagiaires ingénieurs, je ne sais plus quoi. Donc, on avait 110 personnes, mais la direction m'avait mis des moyens. Et donc, je me suis éclaté aussi dans ce poste-là, vraiment. Dans une super ambiance, avec des gens dans l'atelier qui étaient sympas. Ça me plaisait vraiment. Et par contre, je faisais que du management. C'est-à-dire que je gérais des gens. Et de l'organisation, des plannings, des choses comme ça, mais je ne touchais pas du tout à la partie financière. Et donc, j'ai donné ma démission. Est-ce que là, déjà, tu avais envie de faire ton propre chemin ? Est-ce que ça a commencé ? Non. Pas encore. Pas du tout. Pas encore. Et là, je prends un poste chez Waterman à Nantes. Mais comment tu trouves ça ? Enfin, tu démissionnes et puis un chasseur de tête ou... Alors, Waterman, lui, c'est un chasseur de tête aussi. D'accord. Là, c'est un chasseur de tête qui me contacte de mémoire. Et Waterman, en fait, oui, c'est ça. C'est un chasseur de tête qui m'a contacté.
J'avais eu un chasseur de tête qui m'avait contacté pour 2-3 postes. Puis Waterman me plaisait parce que le produit était plutôt sympa. C'était encore une belle image de produit. Chez Thomson, je reviens un petit peu en arrière. Pourquoi tu donnes ta démission chez Thomson? Juste parce que tu y avait toute une partie à laquelle tu touchais pas, ou c'est juste que ça te plaisait plus, ou qu'encore une fois, comme dans la première société, tu étais arrivé à... là, c'était la première fois que j'avais un statut cadre. Avant, j'étais technicien dans la boîte en Angers. En équivalent de fonctionnement dans les hiérarchies, j'étais, mettons, un cadre, mais en statut, j'étais technicien. Et puis, comme je suis rentré chez Thomson, je suis rentré technicien et après, je suis passé cadre. Donc, j'avais évolué à l'intérieur. Par contre, c'était un grand groupe. Oui. Et je ne me voyais pas vivre dans un grand groupe. Après, je sentais qu'ils allaient me proposer des directions à l'étranger ou choses comme ça. Ouais. Et j'avais trouvé que dans les grands groupes, on ne faisait pas une carrière à 40-45 ans, on pouvait se faire virer. C'est ce qui m'avait marqué, en fait. D'accord. C'était intéressant en formation, mais sur du long terme, tu te fragilisais. Si je restais 10-15 ans après, j'étais plus mobile. D'accord. Et là, ils pouvaient me virer comme ils voulaient. Donc, ce n'était pas un projet pour moi. D'accord. Et donc, Waterman proposait un poste de management de taille à peu près comparable. Par contre, cette fois-ci, il y avait du budget. On gérait des finances. Et donc, je suis... C'était une direction spécifique sur un segment Non, j'étais dans la partie mécanique des stylos. Ça correspondait à mes compétences. Mais en plus, c'est vrai que j'avais la partie... on avait plus de compétences pour gérer, ou de pouvoir pour gérer le budget de fonctionnement de notre unité. Donc ça m'intéressait. Puis le produit était sympa, l'image du produit était sympa. Et donc là, j'ai dû faire 3 ans et demi. Pareil, je crois que j'étais 3 ans et demi à chaque fois de mémoire. 3 ans. Ouais, c'est à peu près ça. Et là, je me suis fait beaucoup d'amis. En fait, c'était la ville de Nantes. C'est une ville très dynamique, très péchue. Donc là, par contre, je me suis fait des amis que j'ai gardés. Dans les autres postes, j'ai gardé des amis chez Angers. Chez Thomson, à Angers, j'en ai pas gardé. Par contre... à Waterman, j'ai gardé beaucoup d'amis. Et en fait, là, chez Waterman, il y avait quelques ingénieurs arts et métiers. Et c'est un copain ingénieur arts et métiers qui, au bout de 3 ans, m'a dit mais là, déjà, à ce moment-là, chez Waterman, j'ai des copains qui m'ont dit t'es fait pour avoir ton entreprise ou être ton propre patron. Ça, voilà, j'avais 30 ans. Là, il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit. Ouais. T'es fait pour avoir ton entreprise. Donc, moi, je ne me le mettais pas en tête, mais après tout, pourquoi pas. Et donc là, c'est un copain arts et métiers qui m'a dit écoute, j'ai un pote qui cherche un directeur d'usine à Châtellerault. Et puis j'ai bouffé avec lui l'autre jour. Il m'a raconté le profil du type qu'il cherchait. Et quand il racontait le type, je lui ai dit tu parles d'un mec que je connais, il s'appelle Robert Glémaud. Donc il m'a dit voilà son téléphone, tu l'appelles et vous vous rencontrez. Et puis un mois ou deux après, je le revois, il me dit alors, t'as appelé mon copain? Je dis non, j'ai pas le temps, je sais pas appeler. Il prend le téléphone, il appelle et il organise le rendez-vous. Donc on le fait. Et le samedi matin, je crois que c'est ça, samedi matin. C'est en dehors du travail qu'on s'est vu, il me semble. Le samedi matin, je suis à Châtellerault voir Jean-François et on visite l'usine Mécafi à Châtellerault. Mécafi, d'accord. Ouais, et puis, je vais prendre pour la première fois une direction d'usine à Châtellerault. J'ai 31 ans de mémoire, à peu près, ou 32 ans, ouais. Donc là, il y a une centaine de personnes. C'est une belle boîte avec de la mécanique pour l'aérodéfense. D'accord. Donc, qui correspond à ce que j'ai aujourd'hui, à peu près. Et là, je vais rester 4 ans. Donc, directeur de l'usine. Ouais, directement, ouais. Et puis, à Châtellerault, l'usine tourne bien. C'est un très bel outil. Donc, je m'ennuie pas, mais... mais un peu quand même. Un peu quand même. Et donc, ça tourne trop bien, il n'y a pas assez de problèmes. Pas de problème. Donc, dans le groupe, il y a une usine qui a des difficultés, qui est l'usine de Mécafi Brive à Brive-la-Gaillarde. Ouais. En Corrèze. Et donc, dans une discussion avec le PDG, il va trouver que j'ai l'air motivé par cette usine-là, il va me muter à Brive-la-Gaillarde. Et là, j'ai retrouvé une usine avec des difficultés, avec des gens qui sont sympathiques, qui sont charmants, une vraie culture du Sud déjà, parce qu'ils ont l'accent. Mais par contre, des difficultés, il faut la charger, il faut la redresser, il faut la réorganiser pour retrouver de la rentabilité. Il y avait combien de personnes Et là, on était une petite centaine, je pense. D'accord. Ouais. Et donc là, je vais rester quelques années pour redresser ça, en fait. Ouais. D'accord. Jusqu'en 98, en fait. Je reste à Brive-la-Gaillarde jusqu'en 98. Et vraiment, c'est une bonne expérience industrielle. C'est la première fois que j'ai une vraie latitude de patron. Le groupe Balofet où j'étais était un groupe qui donnait beaucoup d'autonomie aux directeurs d'entreprise. Donc, j'ai des vraies latitudes. Je me retrouve à gérer un système pratiquement comme si c'était ma propre entreprise. Donc, c'est pas mal. Oui, donc c'est un super apprentissage. Ouais, c'est une très belle formation. Et avec des réunions mensuelles avec le PDG. Donc, et puis, comme il y avait plusieurs usines dans le groupe, ça vous permet d'avoir un bon recul, de voir ce
ce qui se fait de bien, ce qui se fait de pas bien, les Et erreurs. puis tu avais donc, deux exemples, vu que tu étais passé d'abord dans une des premières succursales. Qui tournait bien, qui était plus facile. Là, c'était. Et puis une équipe plutôt péchue, tous de même âge, à peu près, entre 35 et 40 ans. Donc dans la mécanique, toujours aérodéfense aussi en Corrèze. Okay. Ouais, c'était vraiment. Ouais, Brive, c'était aérodéfense. Et puis avec une culture du sud, de Brive, où le lundi, quand les mecs arrivent, ils vous parlent des canards, ils vous parlent des foie gras, ils vous parlent des cèpes. C'est une culture un petit très, art de vivre sympathique. Ouais, ils sont très tournés autour de l'alimentation. Les deux passions qu'ils avaient, c'était la nourriture et le rugby, je trouve. Très bien. C'était rugby et nourriture. Et je me souviens de discussions avec mon commercial qui était un fou furieux de canards et de foie gras. Et quand il parlait de foie gras poêlé, moi j'avais découvert le foie gras poêlé, je connaissais pas ça. Et moi je lui parlais du pâté énaf. Je lui disais, mais un pâté énaf poêlé, c'est extraordinaire. Ça l'énervait. Donc j'ai beaucoup aimé cette partie-là parce qu'il y avait une découverte d'un pays quand même qui était sympa. Et puis la Corrèze, c'est très très beau. J'habitais à côté de la Dordogne, près de Souillac, une jolie maison au bord de l'eau. C'était super sympa. Donc c'est un beau passage. Et puis à ce moment-là, Corinne, ma compagne, me dit tu dis toujours qu'on reviendra en Bretagne, mais on ne revient jamais. Donc il faudrait savoir si on s'installe définitivement ou si on revient. Et j'avais vu passer une entreprise qui se créait, un groupe qui cherchait un patron pour une boîte qui se créait à Lannion, mais j'avais vu ça dans l'usine Nouvelle quelques mois avant. Donc j'ai recherché l'usine Nouvelle, j'ai retrouvé le truc, j'ai vu la chasseuse de tête qui était une Nantaise, et j'ai été la voir. Et j'ai postulé pour cette entreprise qui se crée à Lannion. Et donc j'ai été pris. Et donc j'ai créé pour un groupe italo-français la société qui s'appelait Twin Bay, qui était en 98-99, on crée une tôlerie industrielle pour le marché de la 5G à ce moment-là. D'accord. Dont on parlait. De la 5G Déjà, on parlait de la 4G et de la 5G, mais ils s'installaient pour ça, D'accord. pour aller chercher des marchés soutenus par Alcatel. Enfin, il y avait tout un projet qui était un projet intéressant. Sauf que j'ai donné ma démission, j'ai démarré le poste en octobre de mémoire là-bas à Lannion pour finir le bâtiment qui n'était pas fini. Ah oui, t'es arrivé au tout début. Oui, j'arrivais au tout début, on créait vraiment. Et en Corrèze, ils t'ont pleuré ou de l'entreprise J'étais un Breton qui repartait chez lui pour les Corésiens. C'est vrai, mais bon quand même. Et moi, je revenais chez moi, il n'était pas possible pour moi de rester tout le temps en dehors de la Bretagne. Il fallait revenir en Bretagne. Il fallait que je revienne chez moi, ouais. Et donc je revenais, donc ça j'étais très content de ça. Par contre, la difficulté de ce projet-là, c'était que je suis arrivé en octobre, et déjà en octobre, il y avait un des deux actionnaires, parce qu'ils étaient à 50-50, c'est une joint venture, et un des deux actionnaires avait déjà vendu sa part. Et là avant c'est même bon. le... Ouais, là, c'est pas bon. Là, ça et commence donc, mal. En fait, le projet n'a pas pu tourner parce qu'on était dans la pleine époque du télécom avec des chiffres incroyables. Et donc, on était sans arrêt. J'avais la moitié de ma part qui était vendue à un, à l'autre. À un moment donné, j'ai appartenu à Phoenix Mécano, un gros groupe quand même. Quoi. Ouais. Donc, j'avais une petite boîte. On était 30 à un moment donné là-dedans. Et on était 30 personnes et on était rachetés par des ventes successives. Et on se retrouvait à appartenir à des grands groupes. Et les types, ils se déplaçaient, ils venaient voir ce que c'était que ce gourbi, là, en se disant « Wow, qu'est-ce qu'on va en faire ?» Mais ça marchait, la boîte, en Non, soi non, parce que j'ai appris beaucoup de choses là-dedans, et j'ai appris, entre autres, qu'il fallait qu'on soit équilibré, qu'on ne perde pas trop de sous, mais il ne fallait pas qu'on en gagne. Parce que si on en gagnait, on faisait prendre de la valeur au système. Oui. Donc ça complexifiait les fameuses 50-50. Là. Oui. Donc le mieux, c'était on étale. Plus on était étal, mieux c'était. Voilà. Pour les deux actionnaires. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. À l'équilibre. C'était un petit peu compliqué à gérer. Okay. Et puis il y a eu l'effondrement du marché télécom, parce qu'il y avait toujours... Tout ça, c'était dans l'espoir du marché télécom. Donc tous ceux qui possédaient 50%, par hasard, disaient, bon, on ne sait jamais, le jour où le marché télécom va tomber, cette affaire-là, ça va être une poule aux œufs d'or, faut qu'on négocie nos 50%. Faut que j'essaie de racheter l'autre, c'était toujours comme ça, mais il ne faut pas que ça prenne de valeur pour que je rachète l'autre pas cher. Donc c'était à peu près toujours la même histoire. Ah ouais, c'était juste de la prédation, d'une certaine façon. Jusqu'au moment où le marché télécom s'effondre, et là, quand le marché télécom s'effondre, c'est la galère, on n'a plus de boulot. Et là, j'appartenais à ce moment-là, 50% appartenait la totalité. Là, c'était la totalité appartenait ce coup-ci à Phoenix Mécano, qui avait tout racheté. Et donc, le directeur général de Phoenix Mécano, qui était un mec plutôt sympa, a pris l'avion, s'est déplacé. Il m'a dit, écoute, Robert, tu as créé la boîte, là, ça va pas bien, on va peut-être être obligé de la fermer. On va pas te demander de la fermer, donc, si tu veux, je te propose une transaction et tu t'en vas. Et donc, ça, c'était le matin à 10h. Okay. À 11h30, j'étais parti, je suis rentré chez moi. Et à midi, quand Corinne... Il faut être efficace. À midi, quand Corinne est arrivée à la maison, 12h30, elle m'a regardé, elle m'a dit... Ça, c'est incroyable. Elle m'a regardé, elle m'a dit...
toi, t'as le sourire, t'as été viré. Ça, je me rappellerai tout le temps. Parce que moi, je me rendais pas compte. C'est une femme perspicace. Ouais, je me rendais pas compte. Bon, en fait, j'étais très heureux. Pour la première fois, c'était la première fois d'abord que je me retrouvais sans travail. Et que tu te faisais virer. Ouais, première fois que je me faisais virer. Mais pour la première fois, je pouvais choisir. Et un truc que quand tu as des postes que j'avais, avec des bons salaires, avec une vraie liberté, c'est des postes sympas. Pourquoi veux-tu que je quitte des postes comme ça? Tu donnes ta démission pour aller acheter ta boîte, te lancer dans un truc. Enfin, j'avais pas le courage de le faire, en tout cas. C'est ça, alors que là, au moins, on avait décidé pour toi, d'une certaine façon. Et j'avais été obligé de le faire. Parce que pendant tout ce temps-là, Balofay et puis arrivé à Twin Bay, il y avait toujours cette idée de monter ta boîte ou de racheter ta boîte. C'était bien ancré en toi. C'était pas ancré parce que j'aurais pas voulu. Alors d'abord, je suis un peu superstitieux. Ah oui. Donc si je l'avais exprimé, après le fait d'exprimer, ça serait pas réalisé quelque part. Et puis je voulais pas. Tu peux pas dire non plus annoncer des choses qui ne se feront jamais. Donc je le gardais au fond de moi, personnellement, en me disant si je peux le faire, je le ferai. Et c'était un peu plus que ça. C'est que si je trouve qu'il n'y a que le jour où j'ai eu ma propre entreprise, où j'étais mon propre patron, que vraiment je me suis senti complètement réalisé personnellement. Et c'était un aboutissement pour moi. J'avais besoin de ça. Il faut que je sois patron de mon truc. Sinon, j'aurais pu faire toute ma carrière sans... ça ne serait pas présenté. Mais j'aurais loupé quelque chose. Ouais. Mais tu l'exprimais pas, mais quand même, j'imagine que tu as embarqué Corinne et toute ta famille là-dedans. Donc, c'est quand même quelque chose peut-être dont tu parlais en tout cas, en privé pour voir s'ils étaient partants ou s'ils te suivaient ou si, ne serait-ce que le soutien moral, vas-y, lance-toi ou non. Non. Même pas. Non. Non, après, là, à ce moment-là, je suis resté pendant un mois un peu... tranquille. Un peu perdu. J'ai pas fait grand-chose. Là, la Corinne était un peu inquiète. Là, elle s'est dit... Réfléchir. Je réfléchissais peut-être un peu trop. Je pense à la vie. Et après, j'ai rencontré donc la CCI. Il y avait l'agence, l'agence de développement de l'Agnon, là, qui m'avait aussi aidé. Et en fait, je regardais les différentes opportunités qu'il y avait. Et là, j'ai vu... donc, il y avait une crêperie industrielle, fabrication de crêpes ici en Bretagne, là, qui était à reprendre, que je trouvais intéressante. Il y avait un type qui faisait des huîtres, un ostréiculteur. Moi, je trouvais ça intéressant, faire des huîtres, ça me plaisait énormément. Et puis, il y avait une boîte de méca qui était Prolan à l'époque. Et le patron Xavier était en âge de retraite. Donc, la CCI m'a dit, et puis la DIT, pareil, ils m'ont dit, mais il y a Prolan, tu corresponds bien. J'avais l'expérience, j'avais le CV qui correspondait, je pourrais reprendre Prolan. Et j'ai été voir Prolan, on avait un ami commun, donc on en avait parlé, j'ai été voir Xavier, et c'était une belle entreprise. Et par contre, je dis, mais j'ai jamais l'argent pour acheter un truc comme ça, moi. Et puis il y a un copain expert comptable, qui va être mon expert comptable après, qui me dit, mais Robert, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de projet. Donc lui, il me dit, Robert, tu regardes un jardin que tu trouves mal cultivé. Okay. Si tu trouves un jardin mal cultivé, eh bien, tu réussiras à bâtir le projet. Puis une fois que tu as bâti ton projet, les banquiers te suivront. Et à l'époque, c'était vrai. Donc j'avais un apport, mais qui était faible par rapport au montant de l'achat. Maintenant, j'y arriverai pas. Mais donc j'ai vu Xavier le lundi matin, et puis à midi, on était à peu près d'accord sur le mode pour acheter l'entreprise. Donc il fallait voir les experts comptables, il fallait faire une valorisation, parce qu'on était à peu près d'accord sur le chiffre, mais il fallait quand même qu'on fasse valoriser tout ça. Mais on était à peu près d'accord sur le schéma. D'accord. À la fois, Xavier considérait que j'étais le bon individu pour reprendre son entreprise, parce que ça, c'est une partie importante. Ça compte aussi quand même. Ça compte énormément. Si le vendeur, il ne se projette pas du tout, ça ne le fait pas. Et puis moi, en visitant, j'ai vu un sismographe. Donc à l'époque, ils étaient juste sous-traitants. Déjà, le sismographe. Je vois un sismographe. Et une boîte capable de faire un sismo, je me disais, en mécanique, c'est une très belle méca, c'est une horloge, c'est une très belle méca. Et à ce moment-là, pour moi, ce qu'il va falloir faire, ça c'est en 2002, ce qu'il va falloir faire, c'est vendre nous-mêmes les sismographes. Ok, donc déjà, tu as le projet en fait. Voilà. Tu montes déjà le projet. À la première visite, je sais moi ce que je veux faire. On ne peut pas rester dans la position de sous-traitant, parce que l'entreprise est sous-traitante de mécanique. Oui. Et je trouve que c'est la position la plus délicate et la plus difficile pour une entreprise. C'est une position d'esclave. Et il faut... Elle est nécessaire pour le développement d'une entreprise, pour atteindre une certaine taille, une certaine maturité. Mais par contre, à un moment donné, l'entreprise doit être capable de soit s'imposer de par la performance de ses savoir-faire, soit s'imposer par un produit propre. Mais on ne peut pas rester tout le temps en position de sous-traitant. Ouais. C'est hyper casse-gueule. Tôt ou tard, on se casse la figure. Donc tous les gens qui ont fait le choix de rester dans le domaine de l'aéro, parce que le marché de l'aéro était hyper porteur depuis 20 ans, dans la première crise,
qu'on vit en ce moment, qui est la crise de l'aéro, c'est eux qui payent la facture. Ouais. Ce sont les sous-traitants qui payent la facture tout le temps. Donc je ne voulais pas rester dans cette position-là. Ouais. Donc tu achètes Prolan. Finalement, vous vous mettez d'accord ? Ouais. Ça se passe comment alors Ça c'est les détails. Il y a des moments drôles parce qu'il fait venir KPMG qui est son expert comptable à l'époque. Et voilà KPMG qui arrive, et KPMG, donc je suis et Xavier dans une pièce, tous les deux. Il y a le mec de KPMG, qui est un bon copain maintenant, qui arrive et qui fait son expo. Et alors, il expose la boîte, elle a une valeur phénoménale. Mais c'était l'expert comptable du vendeur, quoi. Et moi, je fais des yeux ronds comme dit, j'ai Xavier, on va jamais s'en sortir. Et Xavier, il dit, non, Robert, laisse-le parler, il fait son boulot, laisse parler. Puis il dit merci, au revoir, à la fin de sa présentation, puis on reste tous les deux. Xavier me dit, ça... C'est le discours de l'expert comptable. Bien sûr, voilà, c'est son. on va se mettre d'accord tous les deux. Et là, on a réussi à se mettre d'accord tous les deux, à peu près, on va dire à 20% du montant, on était à peu près d'accord. Mais ça me permettait d'avoir la base, moi, pour consolider avec les banquiers le rachat de l'entreprise et avec mon expert comptable. Mais bon, quand tu rachètes une entreprise, il y a une part, si tu savais tous les problèmes que tu vas avoir par la suite, je ne sais pas si tu irais quand même. Donc, il y a une part d'inconscient. En fait, t'es convaincu, tu penses que c'est... tu te projettes, tu as des idées, tu vois comment tu peux faire. Puis après, une fois que tu es dans les manettes, tout n'est pas tout à fait comme tu l'avais écrit. Il y a des choses qui sont un peu différentes, donc il faut s'adapter. Bon, ça a fonctionné, parce qu'au bout de presque 20 ans, je suis toujours là. Et toujours là, et Prolan est toujours là. Puis en plus, Prolan s'est développé, etc. Donc en fait, Prolan, donc, tu l'achètes en 2003, c'est ça ? Et Xavier s'en va tout de suite ou il reste un peu avec toi pour t'aider, faire la passation, etc. Ou tu reprends les rênes directement, t'es le PDG et tu te débrouilles? Alors, sur le papier, on écrit qu'il va m'accompagner pendant 6 mois. Et en fait, c'est pas possible, c'est beaucoup trop long. Et pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'affect ? Je pense que même pour Xavier, en fait, pour un système, il faut un chef, il faut un patron qui décide. Et pour Xavier, c'est pas vivable non plus. Lui, il a été patron de la boîte pendant une vingtaine d'années. Donc, se retrouver sur le côté, il prend pas de décision, pour lui, c'est compliqué. Et pour moi, j'ai besoin de décider, de dire on fait ci, on fait ça. Donc, en fait, je pense qu'il reste même pas un mois. Et à partir à bout de quelques semaines, en fait, on discute et puis on décide que c'est pas la peine qu'il vienne tous les jours et que si j'ai besoin, je l'appellerai. Donc, voilà. Donc, en fait, il va être disponible pour moi pendant 6 mois. Réellement, on va travailler un peu ensemble pendant à peu près un mois et demi à peu près, en bonne entente. Ça fonctionne très, très bien. Mais dans un système, il faut une personne qui décide. C'est tout. Après, si j'avais eu besoin de lui pour des problèmes il serait venu. Mais réellement, non. Et aujourd'hui, si je rachetais une entreprise, je ferais un biseau de une journée, le temps qu'on aille au resto. C'est ça. Et comment se passent tes premiers pas alors chez Prolan quand tu récupères la société ? Parce que j'imagine, tu as déjà dirigé une usine, tu as été directeur d'usine, patron de boîte, mais là, c'est ta boîte. Ouais. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que, je sais pas, le premier jour vraiment où tu es tout seul, est-ce que tu t'en souviens ? Ce premier jour où tu... Ouais ? Non. Alors, je ne me souviens pas vraiment du premier jour. Ce que je me souviens, c'est que quand je prends l'entreprise, il y a 4 semaines de carnet de commandes ferme. C'est rien. C'est que dalle. Et je me souviens du premier mois, parce que je regarde mon atterrissage du mois, quoi. Waouh ! Et quand je vois le carnet de commandes, je suis un peu affolé. Alors, j'ai repris l'entreprise parce que, en même temps, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, quand j'ai visité, j'ai vu un sismographe. Et en même temps, j'ai été voir les clients. Et je m'aperçois que les clients ont une très bonne image de la boîte, une image d'une entreprise de grande qualité en termes de compétences. Par contre, en délai, c'est la catastrophe, on est en retard de 2 mois partout. Et puis, il y a des clients qui n'ont jamais vu personne de chez nous depuis 10 ans. Donc, ils disent, on est content de vous, mais ça fait 10 ans qu'on n'a vu personne. Il n'y a pas plus de relations que ça. Ouais, donc on a eu des projets, des développements, mais vous n'êtes pas dedans, parce que vous venez jamais. Et un des plus gros clients, qui est à ce moment-là Airbus GDI, à Simulation, à Suresnes, me dit, écoutez, monsieur Glémaud, si vous rachetez l'entreprise, nous, on a des gros projets, on vous aide et on vous passe des commandes. Donc, là, ça me paraît sympathique. C'est sympa. Ouais. Et donc, ils veulent renvoyer l'entreprise. Xavier Burlion les a aidés dans des périodes difficiles. Il a continué de fournir des pièces alors qu'économiquement, ils étaient dans une situation complexe. Et donc, le patron de Airbus décide de renvoyer l'ascenseur. Donc, il me dit, c'est une belle boîte. Nous, on est contents d'eux. Ils savent bien bosser. Donc, vous rachetez et puis nous, on vous suit. Et donc, du coup, c'est pour ça que je rachète. Parce que quand je fais tous les calculs... Oui. Là, il y a le carnet de commandes, donc ça peut le faire. Par contre, quand on démarre au mois de janvier, il n'y a pas de carnet. Et après, je vais avoir quelques mois de négociation avec Airbus pour obtenir les commandes. Ouais. Donc les premiers mois sont difficiles d'un point de vue économique. La boîte, quand je l'achète, est en difficulté. Elle perd de l'argent. Elle sort du marché télécom qui vient de s'effondrer.
Donc je vais la redresser un peu plus. J'avais prévu de la redresser en 1 an, et je vais la redresser en 1 an et demi à peu près. Okay. Donc je vais creuser un peu plus la trésorerie que je n'avais prévu. Et ça, c'est en tout cas, quand on est patron, on a une vision assez optimiste du système. Maintenant, après, j'ai appris il faut pondérer tout ça et puis se donner un petit jeu. Et moi, j'avais pas mis suffisamment de jeu dans mon système. Donc je me suis retrouvé en trésorerie trop tendue au bout d'1 an. Malgré tout, les banquiers m'ont suivi parce que le système fonctionnait, mais la trésor était délicate, et ça, c'est un truc que vous traînez avec les banquiers assez longtemps. Les banquiers ont de la mémoire, ces garçons. Ils ont beaucoup de mémoire. Ils sont sympas, mais bon. Mais ils sont sympas, mais ils ont beaucoup de mémoire. Et puis après, l'entreprise, dans mon analyse, a des difficultés liées au manque de productivité du système. Alors non pas que les individus soient pas performants, mais c'est que les outils de production sont dépassés. Donc on va investir dans une ligne FMS, un système robotisé, 1 million d'euros. Et ça va nous permettre de développer, retrouver de la productivité et de l'attractivité pour les clients. Et donc on va doubler le chiffre d'affaires en 3 ans à peu près. En 3 ans, on va doubler le chiffre. Et quand j'achète l'entreprise, on est 28. Et au bout de 3 ans, on doit être 35 et on a doublé le chiffre d'affaires. Donc on a retrouvé une situation saine, à la fois d'un point de vue chiffre d'affaires, volume d'activité, et résultat de l'entreprise, malgré un endettement qui devient fort, parce qu'à la fois on a perdu la trésor et on a investi dans des systèmes de production onéreux, on a quand même un système qui est rentable. Mais on a de l'amortissement, ce qu'on n'avait pas auparavant. Donc ça change un petit peu. Et en arrivant chez Prolan, est-ce que tu avais vu tout l'envergure des métiers auxquels tu pouvais être confronté en tant que chef d'entreprise ? Des tâches du chef d'entreprise? Est-ce que tu avais déjà eu une formation à peu près tout? Il y a des choses que tu as découvert quand tu es arrivé chez Prolan en termes de métier? Parce qu'un chef d'entreprise, à la fois, tu peux faire RH, tu peux faire de la compta, de l'administratif, gestion de personnel, parfois aussi psychologue, etc. Psychologue. Ah, ça arrive parfois. Mais est-ce qu'il y a des aspects quand tu es arrivé chez Prolan où tu te dis, ah tiens, ça, j'avais pas été confronté à ça dans mes autres expériences? Et quelque chose que tu as appris en arrivant chez Prolan. Alors, j'ai pas appris dans le point de vue usine pure, parce que j'avais les expériences, donc les organigrammes, et puis c'est une petite boîte, donc il n'y a pas de DRH. Oui, c'est pas non plus, tout le monde fait un peu tout. Ce que j'ai appris vraiment rapidement, c'est que quand tu es chef d'entreprise, il y a le réseautage à faire. Oui. Ça, c'est ce que j'ai appris. Quand tu es directeur salarié d'un gros système, tu as une structure à l'intérieur du système, et puis c'est pas toi qui fais le réseau réellement, c'est le PDG qui fait le réseau. Toi, tu es là, tu fais tourner le truc. C'est l'opérationnel en fait. Tu es un opérationnel quelque part, mais quand tu deviens un PDG, c'est à toi d'organiser le réseau. Institutionnel. Et donc ça, par contre, je l'ai complètement découvert. Et je m'apercevais qu'à l'époque, l'entreprise de Prolan son marché en gros était breton. Notre zone d'achalandise était sur la Bretagne principalement, et 0 chiffre d'affaires à l'export. Et aller à Paris, c'était déjà de l'export pour nous. Alors, je te parle pas de Lyon. Ouais. Je te parle pas de Lyon. Lyon, c'était quasiment l'étranger. On ne l'a pas forcément précisé, mais donc Prolan, vous faites des pièces aéronautiques civiles et militaires de défense. Et donc maintenant, si j'en crois les chiffres, tu fais 50% de ton chiffre d'affaires à l'export. Comment c'est opéré Bon, ça fait 20 ans que tu as Prolan, donc c'est un travail de longue haleine, mais comment c'est opéré justement ce rapprochement de Paris, cette vente à l'export, cette ouverture L'ouverture. L'ouverture. Non, alors d'abord, avant d'attaquer de l'export, il faut bien solidifier son... Exactement. Il faut que ton outil industriel soit performant. Tu ne peux pas te pointer à l'export avec un outil industriel où tu as des délais qui ne tiennent pas la route, où ta qualité ne tient pas la route. Donc ça, c'est même pas la peine. Donc la première étape que j'ai faite, c'est de trouver de la productivité. Deuxième, c'était consolider ma capacité à faire du délai, ce qu'on ne faisait pas. Et ça, c'est très compliqué. Faire qu'une équipe qui est habituée à être en retard régulièrement, un matin tu leur expliques que la notion de retard va falloir l'oublier et travailler à l'heure, c'est la croix et la bannière, et chasser le naturel, il revient au galop. Donc il faut mettre à la fois des outils, des nouveaux outils, des nouvelles organisations. Il ne suffit pas de mettre de la pression, il faut mettre en place une nouvelle organisation pour que le délai se fasse naturellement quelque part. Il ne faut pas que ce soit un délai forcé, il faut que naturellement il se fasse. Je crois que j'ai mis une dizaine d'années à... Ah oui. Donc, au début, en fait, rapidement, on est passé, on va dire, à 80% de qualité de livraison à peu près. On était à 50-60 quand je l'ai acheté. D'accord. Et puis, on est passé assez rapidement à 80%. Entre 80 et 90, je suis resté là-dedans pendant quelques années. Par contre, avec un prix d'une pression, d'une organisation contraignante,
je trouve aussi de contraintes, enfin de pression sur les gens, parce que quand l'organisation n'est pas fluide, pour obtenir du délai, faut que tout le monde se force un peu, et ça, c'est pas naturel quelque part pour l'entreprise, quoi. Et c'est à partir de 2008-2009, au moment de la crise 2008-2009, où je trouve que si on faisait de l'export, ça nous permettrait de recruter, d'être plus sexy, et de recruter des gens plus performants, et d'avoir une vraie attractivité, parce que la performance de l'entreprise est complètement liée à la compétence des gens que tu y recrutes. Plus tu recrutes des gens performants, et plus ton entreprise va être performante. Donc je voulais, personnellement, ça me plaisait beaucoup, moi, de faire de l'export. Donc faire de l'export, je trouvais ça sympa. C'était plus un côté fun et sympa, et en même temps, ça me permettait d'avoir une présentation d'une entreprise plus sexy, et d'être plus sexy en termes de recrutement. Donc le départ de mon souhait de faire de l'export, c'est ça, en fait. Et comme il y a la COFAS qui propose à l'époque des systèmes de financement intéressants sur l'export, donc je vais commencer à faire de l'export sur le Benelux, comme ça. Donc je vais embaucher un type à mi-temps qui est en retraite et qui veut compléter sa retraite. Donc qui va chasser au Benelux pour voir les besoins et tout ça. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on trouve, lui, il est intéressé, moi je suis intéressé aussi. On est gagnants tous les deux. Voilà. Et puis, il va démarcher pendant 2 ans ou 3 ans à peu près la zone Allemagne, Suisse, Benelux, pour qu'on décroche nos premiers contrats. Et je crois qu'on a presque rien décroché pendant 3 ans à peu près. C'est long, la démarche export. Et puis, en fait, on a commencé à décoller, je crois de mémoire, au bout de 4 ans. Par contre, quand on a décollé, on a vraiment décollé. On est passé de 1-2% par an en moyenne, 3% de chiffre d'affaires à l'export. Et on est passé tout de suite, en 2 ans, on est passé à 30%, je crois. Donc, la partie export a directement... et elle a fait changer l'entreprise. Parce que les gens qui viennent aussi acheter des pièces mécaniques chez toi depuis 1000-2000 km, parce qu'ils ne trouvent pas chez eux. Par contre, tu as une exigence de performance. Tu peux pas... Autant tu peux téléphoner à un client français en lui disant en fait tu te viens à la pièce demain là, mais en fait tu l'auras que dans 2 jours. Tu le fais pas avec un Hollandais, tu le fais pas avec un Allemand. Donc ça nous a beaucoup ça nous a obligés à avoir de la rigueur. Je me souviens d'une conversation avec un client belge, et il me dit on travaille principalement avec des Allemands d'habitude. Bon, les Allemands, ils sont rigoureux. Il me dit vraiment, ils sont pas drôles, mais alors ils sont rigoureux. Puis il dit par contre, on a des fournisseurs italiens, eux, ils sont sympas. Mais alors, ils sont vraiment en retard. Il me dit vous devez être entre les deux. Et je lui ai dit l'échelle de. Ouais, c'était pas mal. Il dit vous devez être entre les deux. Et j'ai dit non, on n'est pas entre les deux, parce que je dis nous, on est bretons. Donc on est rigoureux comme des Allemands. Et vous allez voir qu'on est sympa comme des Italiens. Et après, il m'a dit oui, vous aviez raison, parce que en fait, je crois que c'est avec un client hollandais, on a dû travailler ensemble au moins pendant 5 ans pour avoir une pièce une fois en retard. Et donc pendant 5 ans, il n'a jamais entendu parler de nous. Et une fois, il m'a téléphoné, il m'a dit je me rends bien compte, c'est la première fois que je vous appelle, monsieur Glémont, c'est un transport qui s'était perdu. Mais cette part export nous a participé fortement à faire grandir l'entreprise, en fait, je trouve. Je trouve que c'est un levier de transformation obligatoire pour l'entreprise. Et puis, je trouve que pour les gens en interne dans l'entreprise, c'est plaisant de faire des devis pour des gens qui sont loin, des gens qui ne sont pas de la même culture. Donc, ça fait partie de mes objectifs. Aujourd'hui, être proche, suivant les années, on est entre 40 et 50% de chiffre d'affaires à l'export. Ouais, j'en suis très très fier. Ça me plaît énormément, ça. D'accord. Et à quel moment, donc dès le début, la première fois que tu as visité Prolan, tu as vu un sismographe, mais à quel moment tu te dis je vais créer une boîte qui va s'appeler Seismowave pour justement développer cette activité de capteur sismique Ça, c'est en 2007. 2007. Ah oui, donc ouais. Non, en 2002, quand je vois le truc, je me dis il faut qu'on intègre le Sismo et qu'on le vende. Ouais. Et puis, on était sous-traitant et on fabriquait ces Sismo pour le CEA, qui était le seul client là-dessus. Et c'est en 2007 où j'ai rencontré le CEA et je leur ai dit, nous, on travaillait pour eux en termes de sous-traitance, et je leur ai dit qu'ils faisaient de la recherche, ils faisaient des produits performants au niveau mondial, et cette recherche devait aussi aboutir quelque part en main-d'œuvre et en création d'emplois dans des PME industrielles. Et que si ils me transféraient ces produits chez moi, pour eux, ça revenait au même. Oui, ils continuaient de me les acheter. Là, ouais, simplement, s'ils m'autorisaient à les vendre directement et à leur verser un royalty sur la licence, eh bien, ça nous permettrait de nous développer, de créer de l'emploi et développer le truc. Donc, je l'ai expliqué une fois en 2007.
J'ai été écouté d'une oreille attentive, mais quand même. On verra. On verra. Et je l'ai réexpliqué en 2008, et là, j'ai été écouté avec intérêt. Et après, c'était la première réunion, et par contre, mettre en place ça, c'est assez compliqué. Et on va signer le transfert de licence le 1er janvier 2014. 1er janvier 2014. Ça va faire 6 ans de travail pour entériner complètement l'opération, décider de le faire, et puis mettre tout de notre côté pour le faire. Donc, les produits, on les maîtrisait, mais c'était pas un produit simple quand même. C'est pas si simple que ça de faire ce transfert-là. Par contre, ça fait partie de... Si l'export est une étape importante pour l'entreprise, ça, c'est une étape hyper importante pour la boîte. Ouais. Et là, l'entreprise se sécurise parce qu'elle n'est plus totalement sous-traitante. Même quand on était exportateur en 2010, on est totalement sous-traitant. Et à partir de 2014, en fait, on a une part de notre chiffre d'affaires avec un produit propre. Voilà. On conçoit des produits, on a une gamme de produits. Et en 2019, la part produit propre dans le groupe, c'est à peu près un tiers du chiffre d'affaires. D'accord. Donc on vient consolider et sécuriser l'activité de par une capacité à développer nos propres produits. D'accord. Donc en fait, tu as le groupe Glémo, Prolan et Seismowave. Oui, j'ai deux entités sœurs. Ouais. Vous faites des capteurs sismiques infrasons, donc c'est pour tout ce qui est la prévention tremblement de terre. Des phénomènes naturels, tremblement de terre, volcans, choses comme ça. Volcanique, et donc vous avez une part export à 99%. Oui, tout à fait. Ouais. On fait que de l'export. Que de l'export. Et donc, entre-temps, on en a parlé rapidement, il n'y a pas forcément besoin de s'attarder dessus, mais tu avais créé aussi une autre entreprise, Hermed Ortho, pour de la fabrication de prothèses tumorales. On revient aux premiers amours. Oui, en fait, c'était parce que j'avais retrouvé... des premiers amours. En fait, simplement, un des gars avec qui j'avais bossé au bureau d'études, un médecin, était devenu PDG d'un des plus grands groupes mondiaux dans le domaine de l'orthopédie. Ah oui. Et donc, je l'ai trouvé à Paris, on s'est croisés dans un salon à Paris. Et il m'a dit, écoute Robert, si tu veux, je te donnerai du boulot en méca. Donc on est parti là-dessus. Et il m'a donné du boulot en méca dans l'orthopédie à cette époque-là. Et puis de fil en aiguille, assez rapidement, il me dit, on peut créer une joint venture. Donc c'était fait une boîte à 50-50. Puis en fait, lui, il a changé, il est parti au Japon. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Et du coup, si les gens ne sont pas stables, il était obligé de suivre ce que lui proposait son groupe. Ça commençait à être difficile pour moi, donc je trouvais que je perdais de l'argent dessus. Ouais. Je me suis projeté, j'ai dit si on continue comme ça, je trouvais que je perdais trop, donc j'ai préféré plier l'entreprise que de continuer à perdre et de prendre des risques pour le reste en fait. Ouais. Et puis à l'époque, j'avais les deux projets, j'avais Seismowave plus cette activité orthopédique, et j'avais plus Prolan, il fallait gérer. Donc il fallait faire un choix entre lancer le Seismowave et l'orthopédie. Je ne pouvais pas mener les deux de front, donc j'ai décidé de fermer l'orthopédie et puis de me développer sur Seismowave, j'ai bien fait. Ouais, et avec Prolan et Seismowave, on sait que vous êtes très très proche de la défense, du Minarme, etc. Comment s'est fait la création de cette relation ? Donc Prolan travaillait déjà pour l'aéronautique militaire, mais de plus en plus, jusqu'à ce que l'armée devienne quand même une partie prenante dans Prolan, donc il y a déjà 1 an ou 2 ans, via le fonds Definvest. Comment s'est créée cette relation par le réseautage ? Comment t'as mis ça en place Alors là, tu peux pas faire un plan, mais c'est... Effectivement, quand je crée l'entreprise, je m'aperçois qu'elle a une absence totale de notoriété. Elle n'est pas connue. Le nom de Prolan, tu le donnes à part à Lannion, les gens connaissent, mais en dehors de Lannion, c'est assez peu connu. Donc je prends conscience que le réseautage est une chose importante et en tout cas une partie constituante du travail du patron. Et donc je vais rentrer à l'UMM, qui est un réseau costarmoricain. Ouais, Union des industries et des métiers de la métallurgie. Ouais, tu es même président. Je vais devenir président de l'UMM. Après, comme dans les Côtes-d'Armor, la particularité, c'est que le syndicat professionnel, l'UMM, c'est le plus gros syndicat. Mais il est allié avec le MEDEF pour former une entité qui s'appelle l'UPIA. Et donc, c'est l'Union patronale costarmoricaine. Interprofessionnelle des Côtes-d'Armor. Ouais, c'est ça. Et puis, je vais en devenir président juste après. Et donc ça, je trouve que ça me donne une notoriété locale. Par contre, en termes, comme j'ai un business de sous-traitance mécanique et que j'ai peu de clients dans les Côtes-d'Armor, et même potentiellement peu de clients dans les Côtes-d'Armor, ça m'apporte assez peu d'activité industrielle en termes de chiffre d'affaires. Ça m'apporte une notoriété, ça m'apporte la prise de conscience que de sortir de chez soi et de son entreprise, ça vous fait grandir, que les réseaux, ça sert aussi beaucoup à ça. Et ça permet aussi à votre entreprise, quand vous n'êtes pas tout le temps dedans, aux gens de prendre de l'autonomie. Donc ça fait grandir le patron, mais ça fait aussi grandir le collaborateur.
Et, après, il faut savoir s'entourer. Il faut s'entourer, ça c'est clair, il faut bien s'entourer. Si vous êtes mal entouré, vous ne vous en sortez pas. Et en 2010, 2009 je crois de mémoire, en 2010, on va créer Eden Bretagne. Et c'est la création d'Eden Bretagne qui va me permettre de tisser des liens avec le secteur de la défense. Alors, on fait beaucoup de défense déjà en termes de chiffre d'affaires à ce moment-là, en termes de sous-traitance. Même si on fait un écrou qui va dans un avion, c'est quand même un écrou pour la défense, en fait. Mais en fait, on va être identifié et reconnu comme fournisseur des activités de défense parce que je vais prendre la présidence du cluster Eden Bretagne et ça va me permettre effectivement de réseauter beaucoup dans les activités de défense. Et à partir d'ailleurs de ce moment-là, nous n'allons plus faire de salons généralistes en termes de sous-traitance, mais on va faire que des salons autour de la défense et de la sécurité. On ne fera plus que Eurosatory, Milipol. On va se spécialiser un peu, c'est vrai, dans les activités de défense. Je ne ferai pas non plus de salon aérocivil parce que je ne veux pas faire d'aérocivil. Je considère que quand tu commences à mettre le bras dans l'aérocivil ou le doigt, il t'emmène le bras. Et donc je ne veux pas de ça. A posteriori, j'avais un petit peu raison. Et donc, on va plutôt rester dans les secteurs de défense. Par contre, la stratégie que je donne dès 2008-2009 à peu près, même pour rester dans ces eaux-là, je ne vais plus communiquer en étant sous-traitant, mais je vais communiquer en termes de savoir-faire. Ouais. Donc, je vais orienter l'entreprise sur des savoir-faire et on va investir sur ces savoir-faire-là. Et on va plus se présenter comme étant une entreprise capable de faire tout en sous-traitance. Et on va se spécialiser sur des typologies de production, des typologies de presse. Des pièces très précises en mécanique, des systèmes de refroidissement. Enfin, on est vraiment sur des niches de secteurs d'activité, mais autour de la compétence et le savoir-faire. Ouais. Et tu as été l'un des premières entreprises à obtenir un fonds donc DefInvest. Donc DefInvest, c'est un programme de financement du ministère des Armées qui rentre en fait au capital des entreprises dites stratégiques pour éviter que s'il y a des prédations étrangères, voilà, le savoir-faire français parte aux mains de gens dont on ne veut pas. Voilà, comment ça se passe ce rapprochement On m'aurait donné le plus beau diplôme du monde, j'aurais pas été plus fier. Non, le jour où j'ai eu un coup de téléphone de quelqu'un du ministère des Armées pour me demander si je verrais un intérêt à ce que DefInvest rentre au capital. Waouh! Là, c'est une reconnaissance plus là. Ouais, c'est une reconnaissance plus. En fait, j'étais très 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 fier. J'étais fier du travail que j'avais fait. Ça voulait dire que les savoir-faire qu'on avait développés depuis des années étaient reconnus et que ces savoir-faire devenaient importants suffisamment au niveau du ministère de la Défense pour qu'on se dise, cette entreprise-là, elle a vraiment des savoir-faire pour pas qu'on la laisse éventuellement partir. Dans des mains prédatrices. En sachant que moi, personnellement, c'était pas du tout dans mon esprit. Tout va bien. J'ai pas l'intention de vendre l'entreprise, j'avais pas l'intention de la vendre à cette époque-là. Mais ça venait aussi sécuriser l'outil. Quoi. Un outil, c'est une PME, c'est quand même fragile. On peut avoir des années creuses, des années difficiles. Donc l'entrée au capital de DefInvest, pour moi, c'était une reconnaissance. Et c'était aussi une sécurisation de l'outil pour les gens qui sont dedans, les 45 salariés qui sont dedans. Je venais sécuriser l'outil dans mon esprit sur du long terme. Donc, j'étais... je pense qu'au moment où on m'a annoncé ça, pendant les 3-4 mois qu'on suivi, j'avais du mal à me concentrer. Parce que c'était une étape très importante. Après, ça s'est vraiment plutôt bien passé. Mais même, c'est pas plutôt bien, ça s'est très bien passé. Mais ça a été une très très bonne nouvelle. Et les bonnes nouvelles, on met du temps à les digérer, je trouve. Et quand vous êtes dans une tempête, vous devez, comme par exemple la crise de l'année dernière, il faut être il faut être efficace, il faut être actif, il faut manœuvrer très rapidement pour trouver les solutions pour mettre la boîte en sécurité. Et c'est une zone de combat. Et en fait, moi là-dedans, je me trouve plutôt bon. Je suis efficace là-dedans. Je suis efficace dans le combat. Sous la pression. Ouais, dès qu'il y a une pression, je réagis mieux. Par contre, on vous annonce une bonne nouvelle comme l'entrée au capital de DefInvest. Là, effectivement, j'ai plutôt eu le sentiment de ne pas faire grand-chose pendant 2 mois. Parce que c'est... Je ne sais plus où j'habite. Oui, c'est ça. Il faut essayer de dire pourquoi, répondre à des tas de questions. Mais il y a une période de flottement qui n'a pas été la même quand on est arrivé dans la crise du Covid. Ouais. Tu parlais de sécuriser, tu parles du long terme aussi. Tu as 4 enfants ? Oui. Et moi, il y a une question qui m'intéresse, c'est la question de la transmission. Bon, tu es très jeune, donc c'est pas pour tout de suite. Mais c'est vrai qu'on en a parlé juste avant de commencer l'interview que tu as eu malheureusement le Covid. Oui.
Et oui, tu l'as lu de façon bien comme il faut, hein, voilà. Ouais, assez sévère. Et du coup, la question de la transmission. Donc, tu travailles avec Marie-Lise Glémaud, qui est ta chère fille, à la direction de... J'ai 4 enfants, j'ai une fille aînée, Marie-Lise, et après 3 garçons, Gwendal, Benjamin et Nolan. Et en fait, Marie-Lise, l'aînée, est venue travailler avec moi il y a une dizaine d'années, parce qu'elle quittait Londres, où elle ne se plaisait pas du tout, et elle est venue juste travailler, je pense, ponctuellement avec moi, parce qu'elle voulait revenir ici d'abord avant de trouver quelque chose. Et puis petit à petit, elle a fait sa place dans l'entreprise, et aujourd'hui, elle gère toute la partie commerciale et toute la partie production. Je sens bien qu'il y a des moments, c'est moi qui gêne. Donc, ça va la faire rire. Donc, je suis... je souhaiterais que l'entreprise soit reprise dans un cadre familial, parce que je trouve qu'on manque d'entreprises avec des longues histoires, et que la difficulté d'une entreprise, c'est que quand elle est rachetée, revendue en permanence, on ne travaille pas suffisamment les savoir-faire, et une entreprise, pour qu'elle soit performante, il faut la travailler sur du long terme. Donc je préférerais qu'on la garde en outil familial. Après, je trouve que l'opportunité d'avoir une entreprise à gérer pour quelqu'un qui démarre, c'est quand même un beau cadeau. Ah oui. Donc si Marie-Lise ou un des enfants souhaite reprendre l'entreprise, je ferai tout pour mon possible pour que ça se fasse. Mais par contre, à contrario, il ne faut pas que ce soit imposé. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire. Mettre la pression pour reprendre. Parce que c'est compliqué de gérer une entreprise. C'est un investissement fort. Soit vous l'avez dans la peau, vous avez envie de le faire, et vous le faites dans le bonheur et dans la joie. Si vous ne le faites pas dans ce cadre-là et que c'est une contrainte, il ne faut surtout pas le faire. Ça ne peut être qu'un objet d'épanouissement. Ça ne peut pas être un objet de stress. Si vous êtes patron et que vous devenez patron pour être complètement stressé, il faut changer de métier. En fait, je suis le moteur de la boîte. C'est-à-dire que le patron, c'est moi qui vais impulser la stratégie. Un jour, un gamin en visite qui était en 5e m'a regardé et m'a dit « Mais ça sert à quoi un patron ?» C'est le sujet du podcast. Ça sert à quoi un patron ? Ça sert à quoi un patron ? Et ça sert au moins à poser la stratégie, à regarder à 1 an, 2 ans, 3 ans un peu où va la boîte. Il n'y a pas besoin d'être dedans en permanence, mais vous devez être capable à un moment donné de dresser un projet pour l'entreprise et que les gens partagent ce projet et sachent où est-ce que vous allez. Donc, vous êtes une partie, un outil intégrant de l'entreprise. Si le patron est complètement lessivé, complètement vidé, qui travaille 70 heures par semaine, pour moi, ça, c'est pas un bon truc. Donc, comme je considère que je fais partie, que je suis un des moteurs de l'entreprise, je dois m'occuper de moi. Et je dois être bien dans ma peau. Donc, je trouve dans mon entourage professionnel, j'ai croisé alors souvent des femmes, je trouve que c'est plus les femmes que les hommes. Elles arrivent, quand les femmes qui ont vraiment des boîtes réussies, je trouve qu'elles arrivent à préserver un équilibre perso. Ouais. Alors, souvent, en plus, à la maison, elles ont la baraque à gérer. C'est un peu plus compliqué. Moi, je m'occupe que de mes plantes à la maison. Donc, et il faut s'occuper de soi. Quand je croise des jeunes chefs d'entreprise, j'en ai vu une récemment, elle était toute contente de me dire qu'elle travaillait même le samedi et le dimanche. Je dis, t'arrêtes tout de suite. Ouais. Donc, je dis, tu fais du sport, tu t'occupes de toi. Donc, il faut préserver un équilibre. Et donc, il faut effectivement que entreprendre soit du plaisir. Alors, ça l'est, parce que la plupart des copains que je connais qui sont patrons, ils s'éclatent là-dedans. Mais du coup, pour mes enfants, je ferai en sorte que l'entreprise puisse rester familiale, à condition qu'elle soit un outil d'épanouissement. Ils sont déjà dans les starting blocks ou Oui, ça a été. On a fait une holding. J'ai mis en place une holding familiale avec un pacte du travail. Okay. Parce que quand tu as des avocats, les avocats et les assureurs, ils ne voient qu'un truc, ils sont comme les notaires. Ils ne te parlent que d'un truc, c'est le jour où tu es mort. C'est charmant. Ça ne m'intéresse pas, ce truc-là. Ouais. Donc, on a mis effectivement tout en place pour que la succession éventuelle dans le cadre familial se fasse. Ouais. Si ça se trouve, c'est Margot, ta petite fille, qui va reprendre Fräulein Seismo Wave. Bon, elle a 2 ans. Hein. Elle a 2 ans. Elle n'y est pas arrivée encore. Mais sait-on jamais. Donc, on parlait en dehors de l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est bien. Tu parlais de prendre soin de ça. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour te délasser sur ton temps libre, parce que tu es aussi vice-président, on n'en a pas parlé, vice-président de la CCI des Côtes-d'Armor. Oui. Pour le Trégor, tu es délégué pour la région du Trégor-Goëlo.
Ah, je vois que tu emploies ces mots-là, tu te demandes ce que c'est. Alors, j'ai pris des notes avant de venir dans le train. La Bretagne est divisée en secteurs, comme ça, il y a le Trégor, le Léon, la Bigoudée. Alors, tout le monde connaît le pays Bigoudin, le pays Ficelle, qui est un pays tout petit, mais le pays trégorois, les gens le connaissent un petit peu moins. Voilà, donc, le Trégor, ça s'étend depuis Tréguier jusqu'à Morlaix, à peu près, le Trégor historique. Donc, je m'occupe de la partie CCI pour la partie ouest du département des Côtes-d'Armor. Alors, les autres passions, en fait, c'est que une entreprise, c'est quelque chose qui te prend beaucoup, dans lequel, quand tu rentres dedans l'entreprise le matin, tu t'investis énormément, et les 8 heures que tu vas passer dans l'entreprise, ce sont 8 heures intenses. Même si tu bois du café, faut tout contrôler, faut tout voir, c'est quand même 8 heures intenses. Et j'ai trouvé, à partir du moment où j'ai eu l'entreprise, que pour équilibrer tout ça, les choses que je fais à côté, je les fais avec à peu près autant d'investissement. Sinon, c'est comme s'ils n'existaient pas. Donc je me suis... ou alors c'est ma nature. J'ai eu l'impression que c'était plutôt un équilibre qu'un côté naturel. Et donc je me suis mis à aimer un peu les plantes, la botanique. Et donc en dehors du travail, j'adore les plantes. Je passe mes week-ends dans les jardineries. Ma femme dit c'est simple, tu regardes les cartes bancaires de Robert, il n'y a que du magasin vert, il n'y a que des pépinières. Donc j'adore aller visiter les plantes. J'aime beaucoup comprendre comment elles fonctionnent, voir où est-ce qu'elles vont se plaire. Donc, je pense aussi que c'est quand la nuit je suis réveillé et que je ne dors pas, parce que je suis un gros dormeur, je ne vais pas penser au travail. Alors si je commence à penser au travail, là c'est cata, donc j'y pense un peu, mais le moins possible. Donc je pense aux plantes. Ça me détend beaucoup plus. Ouais. Donc la nuit, en fait, je suis dans les plantes, et à partir de 7h le matin, là je suis dans l'entreprise. D'accord. Ouais. Et les plantes, et puis d'autres choses. Je me souviens d'un jour où on avait mangé ensemble, où tu m'avais parlé de l'histoire de la Bretagne, etc. Ouais, ça c'était plutôt... Ça c'était... moi, quand j'étais en France, quand j'étais plus loin, je lisais beaucoup de bouquins sur l'histoire de Bretagne. En fait, parce qu'on nous apprend à l'école une histoire qui est l'histoire française, mais on n'apprend pas l'histoire de notre culture. Ouais. Et donc, j'ai beaucoup bouquiné en fait, de bouquins sur la partie... depuis le 1er siècle jusqu'au 5e siècle, 7e siècle de l'histoire de Bretagne. Donc, j'ai à peu près tout lu ce qui pouvait me passer sous la main là-dessus. Maintenant, ça fait 20 ans à peu près que j'ai arrêté de lire ça, donc c'est un petit peu plus loin. Mais c'est peut-être que ça correspond à mon tempérament. J'aime bien, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond. Ouais. D'accord. C'est pas parce qu'il faut le faire à fond, c'est parce que j'aime bien creuser, comprendre et mémoriser. Donc, du coup, je suis obligé de dire plusieurs fois quelque chose pour mémoriser. J'ai une petite mémoire. Pour bien imprimer. Pourquoi t'es pas professeur ? Un professeur, c'est pas... Non, mais ça je sais pas, je t'aurais comme prof dans une école de commerce. Demain, je vais ouvrir ma boîte, même si j'ai pas d'idée pour l'instant. Mais tu donnes envie d'entreprendre, en fait. Non, par contre, j'ai fait une expérience qui m'a beaucoup plu. Oui. Il y a 4 ans à peu près, il y a une professeure du lycée Bossuet qui m'a contacté et puis qui m'a demandé de devenir tuteur du parrain d'une micro-entreprise du lycée. Donc c'était des élèves de seconde et l'objectif c'était de les accompagner pour 1 heure de cours par semaine. Elles devaient créer leur propre entreprise et je les accompagnais moi dans ce projet-là tout au long de l'année jusqu'à ce qu'on finalise le projet d'entreprise. Et ça me paraissait un peu fumeux et je voyais pas trop et brumeux où est-ce qu'ils voulaient en venir, ce qu'on allait faire. Et j'ai accepté parce que je la connaissais, elle était sympa, donc j'accepte le truc. Et moi, je ne suis pas habitué à travailler avec des adolescents, en fait. Quand tu es dans le monde de l'enseignement, c'est l'inverse. Moi, je bosse avec des adultes, principalement des hommes quand même, mais le monde de l'adolescent... pour moi, pourtant, tu as tes garçons. Ouais, mais là, c'est différent. Tu es enseignant. Enfin, t'es dans le côté enseignant, c'est différent pour moi. Et donc, on a démarré les premières réunions avec toute cette équipe-là où les gens cherchent, les gamins, ils sont là, ils ne savent pas trop pourquoi. Ils sont inscrits à cette option, création d'entreprise, projet, avec des idées un peu fumeuses. Dans le cursus général, il y avait une option création d'entreprise. C'était dans le cursus général, c'est dans une option, c'est micro-entreprise. Okay. C'est au niveau national, c'est un projet national avec des concours et tout. Et donc, le projet qu'elles nous ont soumis au bout de la 2e réunion, c'était de faire des pendules avec des roues récupérées de vélos récupérées chez Decathlon et mettre dessus une aiguille, un mécanisme et en faire une pendule. Et donc l'idée c'était on récupère des roues de vélo et on en fait des pendules et tout.
Mais ce petit projet-là, en fait, parce que ce qui compte, c'est pas tellement ce qu'on a comme projet. Quel que soit le projet, ça peut faire une entreprise. Alors là-dedans, on en avait déjà qui commençaient à dire, ouais, c'est pas un... mais si, c'est un bon projet. Ouais. On imagine bien être capable de vendre des roues de vélo transformées en pendules. Ça, en soi, c'est un projet ça, qui se oui, conçoit, ça oui. se visualise. Ouais. Alors si vous êtes d'accord, pas d'accord, il faut qu'une majorité des élèves soient d'accord pour ça. Puis après, on va faire un organigramme. Hein. Et donc, on a monté ce truc-là. Donc, on a monté l'entreprise. Et puis, je les ai accompagnés tout au long, quasiment toutes les semaines, j'étais là. Et je les voyais se transformer. C'est ça qui était intéressant. C'est qu'au début, il y a l'équipe qui se constitue, il y a quelques filles, c'était essentiellement 2-3 filles qui sont mis leaders là-dedans. Et ils ont distribué l'organigramme, la responsable marketing, la partie finance administrative, la partie DRH. Enfin, il y avait toutes les compétences, la partie production. Et puis, il fallait trouver les roues de vélo. Enfin, oui. Après, il fallait trouver le mécanisme. Mais ce n'était pas mécanique du tout, c'était plutôt des formations littéraires. Ouais. Et puis, comme la roue de vélo, elle était quand même assez grande, il fallait que la grande aiguille soit très, très grande. Donc, on a eu des problèmes techniques. Par exemple, quand la pendule elle arrivait à l'heure et que la grande aiguille commençait à pencher, elle accélérait très fortement, elle tombait très rapidement à la demi-heure. D'accord. Et pour remonter, elle mettait beaucoup plus de temps. Donc, en 1 heure, on était bon, mais au quart d'heure, on risquait d'être en avance. Ouais. Donc, ils ont vécu des tas de problèmes qu'on vit dans l'entreprise. Et ce qui était intéressant, c'était que je les ai vus évoluer, en fait. Et je les ai vus évoluer parce qu'à un moment donné, j'ai dit, on va vendre des pendules au marché jeudi matin. Jamais personne qui va acheter nos pendules. J'ai dit si. Bah si, attendez. Donc il a fallu réserver un emplacement, préparer le truc. Puis une fois vous dites, jeudi dans 2 semaines, on va au marché. Et il faut des pendules à exposer. Ah bah oui. Il faut fabriquer. Oui. Donc là, ils se sont mis à faire des heures sup. Ça, c'était fascinant. Donc les blagues, ils se mettaient à faire des heures sup. Et puis après, il fallait déterminer le prix de revient et le prix de vente de la pendule. Alors comme on n'est pas dans un atmosphère industrielle normale, tout est un peu théorique. Et donc je me souviens, les élèves disent, on va la vendre 30 €. Et il y en a un qui dit, ma mère ne mettra jamais 30 € là-dedans. Mais si, donc ils ont vendu 32 ou 35 €, je ne sais plus combien la pendule. Sauf que le premier marché qu'ils font, ils sont en rupture de pendule. Ils ont vendu toutes les pendules qui étaient sur le stand et ils ont pris des commandes et ils vont les vendre en disant, on livrera dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Trop bien. Donc ils sont venus avec du carnet de commandes. Ça, c'était fabuleux. Et donc on les voyait se transformer. Il y avait un vrai épanouissement. Et quand je les ai vus commencer à faire des heures sup, ils sont dans un autre monde. Ouais. C'est-à-dire que c'était au début des scolaires qui avaient juste une option, création d'entreprise. Et au bout de 3 mois, l'entreprise, c'était un truc qui vivait, quoi. Donc après, ils sont partis au championnat de Bretagne dans le Morbihan, où ils ont remporté la catégorie. Et ensuite, on s'est retrouvés à Paris, au championnat de France. Et là, j'avais des élèves, alors les 2 enseignantes étaient avec moi, il y avait des élèves de seconde, d'un petit lycée de Lannion, qui se retrouvaient avec le stand d'à côté. C'était les élèves de Polytechnique. Enfin, elles étaient parmi toutes les écoles étaient là. Il y avait l'école d'ingénieurs jusqu'au fin de collège, il me semble. Mais c'était fabuleux. Pour elles, c'était une image énorme. Après, on a fait des passages on a fini classé, mais on n'a pas fini champion de France. Ouais. Après, on a fait des passages à la radio locale, on a fait des passages dans le journal. C'est génial. Et j'ai trouvé que les 3 jeunes filles, après, qui étaient à la tête de la micro-entreprise, j'en suis quasiment sûr et certain, elles seront chefs d'entreprise plus tard pour certaines. Ouais. Parce qu'elles ont compris ce que c'était, elles ont compris la liberté, elles ont compris le plaisir. Il y en a une qui a dit un truc à la radio qui était fabuleux. Elle a dit, mon père est artisan, et je dois avouer qu'avant, je ne comprenais pas comment ça se fait que quelquefois, il arrivait à 8h le soir, 8h30, et nous, on avait fini de manger. Et maintenant que j'ai fait la micro-entreprise, je sais ce que c'est. Et quand on est passionné par un truc, il y a des moments, il faut s'investir pour le faire. Et j'ai trouvé, je lui ai dit, si ton père, il entend la radio en ce moment, il doit pleurer. Il doit être trop fier. Ouais. Donc ça, cette expérience-là de l'enseignement, en tout cas, appliqué dans l'accompagnement de jeunes, j'ai trouvé ça fabuleux. Et après, je suis très content que les anciennes enseignantes me l'aient proposé, parce que vraiment, pour moi, ça a été une super expérience. Au départ, je n'aurais pas signé pour le truc. Je n'étais pas du tout convaincu. Mais les gamins, ils sont enthousiastes, en fait. Et ça, moi, j'étais super heureux pour elles. C'était fabuleux, J'avais une équipe vraiment dynamique, donc ça m'a énormément plu, ça. Ça, c'était une réflexion que Vincent, mon cher et tendre, m'avait fait. Parce que pour le lancement de Slice, j'avais tourné un épisode fictif avec Vincent appliqué à son entreprise à lui et son expérience d'entrepreneur. Et c'est la première chose qu'il m'a dit. Il me dit, mais je regrette à l'école, parce que lui, il a 35 ans, il me dit, à l'école, on n'apprend pas en fait à gérer notre argent, à gérer une entreprise, à avoir des projets justement. Et
C'est très intéressant. Je savais même pas que ça existait, cette option création d'entreprise. Il y a deux systèmes de micro-entreprises comme ça au niveau national. C'est au bahut ou un enseignant au niveau du bahut de s'y intéresser et de se lancer. Je trouve vraiment que c'est un super truc, que c'est hyper épanouissant pour les gamins. Il y a des moments, il y a des gamins qui viennent en stage dans les entreprises. Alors certains sont super géniaux, d'autres ils s'ennuient autant comme autant dans l'entreprise. Ça dépend des gamins et ça dépend du stage qu'ils ont trouvé. Ouais, c'est ça. Et là c'est pareil en fait. Là ils étaient 15 ou 16 dans la micro-entreprise. Tu vas en avoir une bonne moitié qui vont se faire plaisir et s'éclater. Puis il y en a d'autres qui se demandent toujours ce qu'ils font là. Mais ils trouveront peut-être la réponse à d'autres choses plus tard pour eux, quoi. Bien sûr. Mais en tout cas, là-dedans, il y en a une partie qui trouve leur chemin. Et en tout cas, c'est la première fois que j'ai eu le sentiment d'avoir des gamins qui découvraient ce que c'était que d'être chef d'entreprise. Ouais. Et je sentais qu'ils vivaient les mêmes émotions, les mêmes sentiments qu'on peut vivre quand on est chef d'entreprise. On est libre, avec quand même des responsabilités, mais c'est une vraie liberté. Et t'envisagerais, toi, de donner un enseignement pour des plus grands ? Enfin, pas... Parce que là, c'est vraiment, comme toi t'aimes, c'est appliqué. Tu fais les choses. Ouais. Alors, on a bien compris que c'était ce que tu privilégiais, mais je veux dire, type dans une école de commerce, ou un truc comme ça te plaît ? Je pense que j'ai pas la compétence. Ouais. Moi, je me sens pas capable de donner des cours à des élèves en théorie. Avec tout ton parcours et toute ta carrière, après 40 ans de carrière, Non, j'imagine que les enseignants d'école de commerce sont bien plus compétents que moi. D'accord. Ok, bon écoute, à suivre, si ça se trouve, on viendra te voir et on te proposera ça. Oui, peut-être. J'aimerais bien voir ça, en tout cas. C'est quoi les projets, là ? Est-ce que tu as des projets pour Prolan, pour Seismowave, des développements, des choses qui vont arriver là dans les prochains mois, une ambition Donc là, les projets actuels, c'est dans le cadre de la crise du Covid. Donc on a perdu 20% d'activité assez rapidement. Enfin, on les a perdus rapidement parce que l'activité du premier trimestre 2020 était plutôt normale. On savait qu'on avait une année plus difficile, mais pas à ce point-là quand même. Oui. Et par contre, qui allait durer. On a un deuxième trimestre qui s'est quasiment complètement effondré. Donc au global, on perd 20% de chiffre d'affaires. Par contre, on a une entreprise extrêmement dynamique, des gens péchus, des gens qui sont vraiment battus. Donc on sort de ça avec plein de projets, on sort de ça avec plein de projets clients. Une certitude, c'est qu'on aura une activité pour moi soutenue en 2023-2024 dans ces eaux-là, parce que les projets dans le domaine de défense, quand tu les fais, ça prend du temps. Mais on voit bien que structurellement, l'entreprise est bien orientée. Par contre, on a l'activité encore 2021 qui va être en hausse à peu près, je pense, de 5 à 10%, mais qui devrait être, d'un point de vue financier, cette fois-ci, va être équilibré. Et donc, j'ai investi dans une ligne encore robotisée pour 1 million d'euros qui va arriver en septembre pour augmenter la productivité de l'outil de production, pour pallier aussi à des problématiques de difficulté de recrutement. On arrive aussi à avoir des... Enfin, le recrutement est une difficulté, mais il faut aussi recruter des gens. Aujourd'hui, je trouve que les machines robotisées sont adaptées aussi aux jeunes qui arrivent sur le marché. Ça leur parle, ce sont des outils qui sont adaptés à leur formation, à leur culture. Ils sont hyper connectés sur ces machins-là. Et donc, je trouve que si j'essaie de faire fonctionner des jeunes sortis d'école sur des vieilles fraiseuses des années 80, ils ne vont pas me sortir une seule pièce. Et je veux dire, les jeunes d'aujourd'hui, ça ne peut rien faire. C'est un côté... Voilà. Par contre, si je les mets sur des robots, ils sont super à l'aise et ils sortent des trucs que les vieux ne savaient pas sortir. Donc, je suis assez confiant sur la performance de nos formations actuelles. C'est quoi tes recrutements ? Qu'est-ce que tu cherches ? On cherche plutôt des formations Bac plus 2 en DUT, BTS, en méca. D'accord. Là, en ce moment, je recrute un magasinier. J'ai du mal à le trouver. Tu vois, quel que soit le métier, il n'y a pas que la mécanique, quel que soit le métier, c'est quand même difficile de recruter. Donc on achète cette machine-là pour avoir un rebond de productivité, et puis je lance l'entreprise avec probablement une nouvelle activité. On cherche le nom en ce moment et c'est pas une mince affaire, qui va être dans l'usinage du verre. Donc on a acheté nos premières machines dans l'usinage du verre au mois de janvier, on a fait nos premières pièces, je devrais avoir ma première commande cette semaine ou la semaine prochaine à peu près, j'ai vu le client. Je suis super heureux de ça. C'est une nouvelle, enfin c'est pas Prolan, ça sera une nouvelle, toute nouvelle entreprise. Pour l'instant, c'est Prolan qui fait les essais, les maquettes, les premières pièces. Et par contre, après, on va dire au mois de septembre, ça sera une nouvelle activité. Pour quelle application ? Usinage de verre uniquement pour les activités optiques. D'accord. Optique, tout ce qu'il y a là-dedans en fait réellement. Optique de défense ou optique non, optique en général. Ça va nous permettre de sortir justement un peu de l'activité défense, de diversifier l'entreprise, et on va être dans des savoir-faire. Donc tu as fait du recrutement, des gens Donc d'abord on a investi, aller chercher des experts pour nous soutenir
dans le domaine et développer les compétences. Et puis, effectivement, je regarde pour recruter des gens là-dessus. Donc ça, c'est je refais un peu la même histoire que SeismoWave. Ouais. Donc, ça a bien marché, donc autant... il y a par certains côtés, ça y ressemble un peu. De l'autre côté, pour SeismoWave, on a profité de la crise pour sortir une gamme de produits beaucoup plus vaste. Ouais. On avait des capteurs infrasons, on avait 2 capteurs infrasons. On va sortir un nouveau capteur bientôt. On a sorti un petit boîtier de communication et on travaille sur des sismographes pour les années 2024-2025. Donc, on a profité de cette période-là pour faire beaucoup de développement. Ouais. Et puis, je suis du coup enchanté de tout ça. Donc, ouais. Et du coup, je me dis que ma fille dit, mais il va encore rester 5 ans. C'est pas possible. Il va jamais partir. Tranquille. Mais c'était... j'ai trouvé que dans cette période de crise, les gens n'étaient pas abattus, les gens étaient très combatifs. Et ça, c'était sympa. Puis surtout, le fait de travailler sur développement de projets, sur le futur, c'était une façon aussi de ne pas s'empêtrer dans le marasme ambiant. Où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui va se passer, toutes ces questions existentielles qui sont venues un peu sur le tapis dans des périodes d'incertitude. Ça fait du bien aussi de pouvoir se projeter sur des choses à long terme. Moi j'ai pas du tout vécu ça en fait. Dans l'entreprise en tout cas, on n'a pas vécu, on a vécu que des projets, des angoisses par moment parce qu'on a eu des périodes sans commande. On a eu des périodes où le mois d'avril l'année dernière, je crois que j'ai quasiment rentré aucune commande. Donc là, tu dis, faudrait pas que ça dure. Faudrait pas que ça dure, ça va devenir compliqué. S'il vous plaît. Mais t'imagines pas non plus que tu te dis, à un moment donné, ça va reprendre. Ça va venir, oui, voilà. C'est pas possible. Le monde va pas s'arrêter. Oui. Donc, non, ça va reprendre. Aujourd'hui, je suis convaincu que, personnellement, je suis convaincu qu'on va sortir de ça plutôt par un rebond hyper positif. Que la période difficile qu'on a tous vécue, va nous donner envie de vivre derrière. Donc il y aura plutôt, à mon sens, une explosion derrière. Et puis il y a des points positifs qu'on voit là-dedans, c'est que acheter loin, acheter de l'autre bout du monde, perdre totalement des compétences sans se préoccuper de l'avenir national, en fait, ça va changer. Les phrases, comme disait M. Tchuruk dans les années 90, l'usine sans ouvriers, en gros, l'Asie est faite des ouvriers pour l'Occident, mais c'était une utopie complète, cette affaire-là. Donc je suis certain que ça a vraiment changé dans l'esprit de nos dirigeants. Je pense aussi qu'à l'intérieur de ça, on va prendre conscience que nos hommes politiques ont une absence totale de culture industrielle. Moi, en tant qu'industriel, je trouve que c'est navrant. On a des hommes politiques qui sont performants et compétents, qui sont trop issus des mêmes cultures. Il n'y a pas assez de mélange. Il y a des domaines, je trouve que quand tu mets un ministre en place de la santé, il est quasiment toujours un médecin. En tout cas, c'est toujours quelqu'un sorti du domaine de la santé. Quand tu mets un ministre de la Justice, il est quasiment aussi toujours sorti du domaine de la Justice. Par contre, d'abord, quelquefois, il n'y a même pas eu de ministre de l'Industrie, ou on ne l'a quasiment pas connu. Et donc, ça prouve bien que l'État français a une image de son industrie qui est totalement dévalorisée, une mauvaise image de l'industrie. Les métiers ouvriers aussi. Et c'est parce que c'est lié à ça, en fait. C'est ça. Et j'espère qu'à la suite de ça, on va avoir une vraie politique industrielle et qu'on n'est pas on ne doit pas se borner uniquement avec des usines qui ferment. On est capable de créer. Et moi, j'ai vécu toute ma carrière, ça fait presque 40 ans aujourd'hui que je suis dans l'industrie. Et quand je te le raconte, en fait, j'ai vécu 40 ans de bonheur à créer des produits, à faire des choses, à livrer à l'heure, à prendre des organisations. Enfin, l'outil industriel est un outil de performance en organisation, une performance personnelle aussi, un outil d'épanouissement. Enfin, l'usine, c'est pas uniquement des licenciements avec des panneaux CGT sur la place du Bourg le samedi. C'est surtout beaucoup de gens qui s'éclatent dans l'industrie. Et moi, je m'éclate toujours dans l'industrie. Créer des produits, créer des objets pour un marché, pour un besoin, c'est avec de l'électronique, avec de la mécanique, avec des softs dedans aujourd'hui. C'est Puis le passionnant. plaisir du devoir accompli aussi. Tu as créé ça, c'est ton produit, une certaine fierté d'accomplissement. Oui, non, je suis fierté, je suis content de moi. Je suis content de moi, mais j'ai plus mes parents depuis longtemps. Mais comme je suis très croyant, je pense que je suis certain qu'aujourd'hui, ce que je fais, ils en sont contents. Pour moi, ça, c'est important. Je fais les choses aussi comme ça fait partie de ma culture. J'ai l'impression que mes parents me regardent quand je fais des trucs, donc des fois qu'ils m'engueulent. Donc je fais toujours attention à ce que je fais quand même. Mais je trouve que de cette crise-là, la France va en ressortir quand même transformée.
Et en tout cas, si nos politiques peuvent prendre conscience qu'il va peut-être falloir mettre à la tête des gouvernements des gens qui viennent d'horizons différents, et s'ils pouvaient de temps en temps penser à des gens de l'industrie, et pas spécialement des patrons de grands groupes qui ont les mêmes formations qu'eux pour certains, ça serait peut-être une bonne chose pour l'avenir. Robert Glémaud, ministre de l'Industrie, pourquoi pas? Ah non. C'est là, il serait arrivé au bout du rouleau. Mais dans les réseaux patronaux, dans les réseaux UMM, j'ai croisé des mecs dans les domaines industriels qui sont hyper performants, capables de prendre des postes comme ça. Et en tout cas, j'ai trouvé beaucoup d'intelligence dans l'industrie et je ne comprends pas que l'État il pas s'en inspirer de temps en temps. Sans doute qu'ils ne sont pas assez connectés avec les métiers d'industrie. C'est certainement ça. Puis avec les réseaux professionnels aussi. Ouais, sans doute, ouais. Ok. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ou qu'il y a des sujets pour toi qui sont importants dans le cadre de cette interview? Les femmes. Ah. Les femmes dans l'industrie, il n'y en a pas assez. Ah, parlons-en. Donc au moment où on crée SeismoWave, en fait, il faut recruter et c'est une période de tension sur l'emploi. C'est une période, rappelons-nous d'avant la crise, c'est une période où faire venir les gens dans les villes de taille moyenne, c'est compliqué. Ouais. T'en sais quelque chose, t'es à Saint-Étienne. À part le football, recruter un footballeur à Saint-Étienne, ça doit se faire. J'ai un mari qui est stéphanois, j'ai pas le choix. Les stéphanois restent en Stéphanie. Bon. C'est un peu compliqué. Et donc à cette époque-là, en fait, ça devient plus compliqué de recruter. Malgré tout, on rencontre des gens, les premières personnes, je trouve, qui commencent à se projeter en disant les trentenaires, qui veulent vivre. Ils veulent plus une carrière, ils veulent une qualité de vie. Ouais. Et donc, jusque 2017, je cherchais toujours à recruter des gens avec des profils mécanos. Quelque part dans le CV, c'était marqué mécanique. Ouais. Sinon, je ne prenais pas. Et puis là, je recrute des gens, des femmes, pour la partie commerciale, Emeline pour la partie SeismoWave, Julie, après Tatiana pour la partie ordonnancement, Nolwenn qui va venir après. En fait, je vais faire beaucoup de recrutement de femmes diplômées et qui n'ont pas de formation dans le domaine de la mécanique. Et ça va oxygéner et accélérer l'entreprise parce qu'on a des gens performants. Et le fait d'avoir une culture différente. Alors, au tout début, les gars d'atelier regardent en disant mais ils n'y connaissent rien en mécanique, celle-là. Mais elles n'y connaissent rien en mécanique, c'est vrai. Mais par contre, à côté, elles ont des compétences qui sont intéressantes et qui viennent s'ajouter aux compétences de l'entreprise actuellement. Et la féminisation de l'entreprise comme ça, par le haut de l'organigramme, c'est un très très bon choix et ça a fortement dynamisé l'entreprise. Et je trouve que ça l'a beaucoup changé. Et on était un peu en avance puisque le Covid après, quand il arrive, eh bien, c'est une accélération de ça. C'est même un changement. Quand je crée Twin Bay en 2000, SeismoWave. Pas Twin Bay, SeismoWave. En 2014, je me pose la question de savoir si je le crée à Lannion ou si je le crée à Rennes. Et parce que Lannion, je vois bien que c'est difficile d'y amener les gens, c'est une petite ville, alors les métropoles en fait sont attractives. Pourtant, je t'ai vu en interview sur YouTube, on peut trouver une vidéo de toi où tu dis justement que tu attires des gens parce qu'il y a une très belle qualité de vie à Rospez. J'essaie de vendre le dossier, mais c'est difficile. Donc sur le site www.slice-lepodcast.fr, il y aura un article dédié à Robert et à Proline SeismoWave et je mettrai les liens de cette interview vidéo. Mais j'ai essayé de convaincre les gens. Et en fait, le Covid a fait le changement. C'est-à-dire qu'après le Covid, eh bien, on a des gens qui viennent, on en a beaucoup qui viennent à Lannion, alors que Lannion était une petite ville de 20 000 habitants avec un gros potentiel industriel, parce qu'on a 5 000 salariés sur le plateau lagnonnais. Mais ça a changé. Aujourd'hui, les gens, ils viennent vraiment en disant... Je veux d'abord une qualité de vie. Je veux une qualité de vie aussi pour les écoles. Ils viennent voir les écoles. Oui. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour vivre? Nous, on est au bord de la mer. C'est plutôt sympa. On habite à un coin de vacances, en fait. C'est assez sympa. Et après, le travail. Mais le travail est un outil. Donc, le Covid a accéléré ce changement-là. Et ça, je trouve ça hyper sain. Je trouve que dans ma génération, on nous a trop formés en disant vous formez et vous partez à 500-600 bornes, 1000 bornes. Vous quittez votre famille pour aller travailler, en fait, et réussir dans le travail. Ça, c'est certainement un autre... Enfin, moi, ça m'a réussi. J'aurais peut-être pas fait cette carrière-là si j'étais resté à Saint-Brieuc. Mais par contre, j'ai pris des distances avec mon noyau d'amis, ma famille que j'avais ici. Je me suis fait d'autres amis. Mais je trouve que cette génération aujourd'hui qui fait un choix de vie pour équilibrer, ils ont vraiment raison. Ce qui est important aussi, c'est la qualité de vie. Je pense que le Covid a accéléré aussi cette prise en compte il faut changer les choses, il faut vivre autrement. Ça, c'est un vrai changement. Et je trouve que le fait d'avoir féminisé l'entreprise depuis 3-4 ans, c'est de la même démarche.
D'accord. Est-ce que tu aurais, je finis toujours les interviews par ça, sur tes conseils? Imaginons, il y a des auditeurs qui écoutent cet épisode et qui ont envie qui sont en pleine création d'entreprise ou qui s'apprêtent à racheter une boîte, etc., qui ont envie d'entreprendre, qui ont une bonne idée, mais qui ne savent pas comment la mettre en œuvre. Est-ce que tes petits conseils comme ça pour se lancer, pour essayer d'y voir plus clair, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui sont au tout début de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est compliqué. Non, d'abord, il faut... j'ai vu dans ma carrière, maintenant, avec la CCI et tous les organismes que j'ai vus, que j'ai traversés en tout cas, auxquels j'ai participé, j'ai vu beaucoup de créateurs, de jeunes créateurs. J'ai appris une chose, c'est que il m'est arrivé quelquefois d'avoir des jeunes créateurs en face de moi et de pas du tout me projeter dans leurs produits. Et par contre, la boîte marchait bien. Ouais. En fait, c'est eux, s'ils sont convaincus de leur projet, convaincus de leurs produits, il faut qu'ils y aillent. Il faut qu'ils arrivent à convaincre les gens avec leur motivation. Mais j'ai trop vu de trucs dans lesquels je me disais c'est juste pas possible ce truc-là, et ça marche. Donc après il faut le rendre intelligible. Et donc si jamais un conseil à donner, c'est d'abord s'ils y croient, il faut qu'ils y aillent et qu'ils prennent quelqu'un avec eux pour les aider à le rendre compréhensible par tous. Le deuxième chose que je pense, alors là je l'ai vu souvent, quand on crée sa boîte, en général les gens sont techniques ou commerciaux souvent. Ça leur vient pas à l'idée de faire la compta eux-mêmes. Ils essaient de recruter un comptable, un expert comptable. Ça, ils ont raison. Parce que c'est un vrai métier, ce truc-là. Par contre, souvent, ils recrutent tout seuls, ils recrutent eux-mêmes, parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont capables de recruter. Et quand ils recrutent au départ, quand ils créent leur boîte, ils recrutent des gens qu'ils trouvent sympathiques. Et en fait, c'est pas ça qu'il faut recruter. Il faut recruter des gens qui correspondent aux besoins. Et en fait, il faut très rapidement se rapprocher, dès le début, d'un DRH que vous prenez à temps partagé. Moi, j'en ai un aujourd'hui, depuis longtemps, Thierry, depuis maintenant plus de 10 ans, qui travaille pour nous à temps partagé. Ils m'aident dans tous les recrutements parce que je vais constater effectivement que je recrutais des gens que je trouvais sympas, moi. Mais il n'y a pas que ça. Lui, il regarde vraiment la personne, si elle correspond complètement au poste. Et surtout, c'est que quand vous créez une entreprise, les premiers recrutements que vous allez faire sont les recrutements qui vont constituer la culture de la boîte. Et c'est quelque chose qu'on ne met pas en avant. En fait, ce qui est important dans une entreprise, et on le voit quand on rachète des boîtes, c'est la culture de l'entreprise. Et les premiers postes que vous allez créer, les 5 à 10 premiers postes que vous créerez, sont ceux qui vont constituer la culture de la boîte. Donc, les recrutements à ce moment-là sont stratégiques. Vous ne pouvez pas vous planter dans les premiers recrutements. Donc, si j'avais un conseil à donner, prenez un expert comptable quand vous vous lancez, mais ils vont tous le faire. Mais surtout, prenez un DRH à temps partagé pour vous aider dans les recrutements. Vous ne le prenez que sur le recrutement, mais au moins, ça vous évite de vous tromper moins. Parce que sinon, on ne recrute pas des copains, des potes. On ne recrute pas des copains et des potes, ça c'est sûr et certain. Sauf s'ils ont vraiment les capacités. S'ils correspondent tout à fait. Mais c'est une histoire d'amitié qui va se créer avec le temps. Mais a posteriori, on prend des gens compétents correspondant pile poil au savoir-faire. Est-ce que tu penses qu'il faut de l'argent aussi ? C'est le nerf de la guerre. Est-ce que tu penses que c'est important ? Ouais, c'est plus dommage. Moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, il ne fallait pas beaucoup d'argent spécialement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut plus d'argent. C'est à la fois... mais c'est nécessaire. Il faut être capable d'avoir un projet viable. Vous ne pouvez pas non plus monter un projet, apporter zéro dedans et être totalement participatif avec tous les autres qui prennent les risques et vous qui prenez aucun risque. Donc oui, il faut quand même avoir un petit peu d'argent quand vous montez un projet. Mais après, ce n'est pas nécessaire d'avoir des millions d'euros. Enfin, des 50, 100 000 euros peuvent suffire à créer sa propre entreprise et à créer son propre projet. J'en ai vu une autre jour, j'ai visité une boîte où ils ont démarré il y a 2 ans dans leur garage un produit de douche ou je sais plus quoi, de savon, quelque chose comme ça. Ils ont vraiment démarré dans leur garage, ils ont démarré à vendre sur les marchés. Aujourd'hui, la boîte, c'est une 30aine de personnes et ça tourne super bien. Donc, ils n'ont pas fait un investissement énorme. Donc, il n'y a pas que des modèles économiques avec des levées de fonds de 3 millions. Non. Il y en a beaucoup. Voilà. Ok, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Si tu veux, ça me va. Si toi, t'as plus rien à me dire... Moi, j'ai plus rien à rajouter. Moi, je t'ai dit presque tout. Plus rien me dire. Je me demande si j'en ai pas trop dit. De toute façon, tu pourras tout couper. Écoute, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans les locaux de la CCI des Côtes-d'Armor à Saint-Brieuc et puis d'avoir pris ce temps avec moi pour me parler de ton parcours. Voilà, merci pour tout et puis à très bientôt et puis je te souhaite le meilleur pour Seismowave, Prolan et la nouvelle entreprise dont on n'a pas encore le nom. Trouver un nom, c'est compliqué. Seismowave, parlons-en.
Oui. J'aime bien poser ça, Seismo Wave. Bon, ça a l'air de tomber sous le sens, mais ça a pris du temps pour trouver le Et nom. non, ça a été instantané en fait. C'est Comme ça quoi, le problème. il y a des choses... D'abord, on a fait Seismo Wave en se disant on va vendre des sismographes et en fait on vend des capteurs infrasons et on va seulement faire des sismos 10 ans plus tard. Et donc là, maintenant, on cherche un nom autour de l'activité qu'on développe et on a cherché tous les noms. On a mis du grec, on a mis du latin, on a mis du breton. Pour l'instant, il n'y a rien qui plaise aux équipes. On a fait du brainstorming. Ah d'accord, mais... les équipes sont participatives sur ouais, le choix du... Et je ne sais pas si j'ai bien fait parce que j'ai essayé de faire avec le plus de monde possible. Ah ouais, et du coup, non mais là ça marche pas. Donc c'est peut-être pas la bonne solution. On va faire un vote donc avec un isoloir. Je vais croiser un mec dans la rue, je vais dire voilà, donne-moi un nom, toi, et je vais partir de celui-ci. Mais non, ça on va voir. Mais non, mais je te remercie, c'était sympa. Je trouve que c'est bien de laisser une trace comme ça, d'interviewer des chefs d'entreprise. On les entend pas suffisamment, les chefs d'entreprise, dans notre société française là. Je trouve que ça a changé. J'ai une anecdote, il y a 17-18 ans, à un mariage en sud de la France. Il y a un athlète, on est 8 ou 10 à chaque table, et puis il y a un mec qui dit pour commencer, on va d'abord se présenter. D'accord. Le nom, et puis qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Et alors, chacun se présente, et pourtant, il y a des belles situations autour de la table. Et ça s'arrête juste avant moi. J'ai dit, c'est bon, je ne vais pas me présenter, impeccable. Et puis, il y en a un qui dit, on l'a oublié, lui, il me demande ce que je fais. Et quand je dis, je suis chef d'entreprise, j'ai jeté un froid autour de la table. C'était il y a une vingtaine d'années. Je trouve qu'aujourd'hui, ça a un peu changé. Mais l'image du patron est un peu compliquée dans la société française. Ouais. Et donc ça serait bien qu'elle change. Parce que c'est un travail très épanouissant. Ouais. Je suis contente. Si Slice, le podcast, peut aider à faire connaître le travail de chef d'entreprise et surtout la diversité des parcours, parce que c'est pas que des gens qui ont fait des écoles de commerce et qui ont suivi la voie royale, dirons-nous, le cliché de la voie royale, plutôt. Voilà, si je peux aider un petit peu à la connaissance, ça me fait plaisir. Voilà. Bon, écoute, merci pour tout. Merci. Et puis à très bientôt. Bye bye. Merci encore à la CCI des Côtes d'Armor à Saint-Brieuc de nous avoir accueillis. Comme d'habitude, vous retrouverez un article dédié et de plus amples informations sur le site internet du podcast www.slice-lepodcast.fr. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à lui laisser 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez également nous rejoindre sur la page LinkedIn de Slice le podcast.